Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Marc-Éric Bobillier-Chaumont. Bienvenue. Hem, il vient de publier, donc c'est sorti, l'ouvrage est sorti le 29 mars dernier, donc c'est vraiment tout récent. Un dernier ouvrage qui est intitulé «Psychologie du travail digitalisé, nouvelles formes de travail et clinique des usages» aux éditions Duno. Alors, Marc-Éric Bobillier-Chaumont, vous êtes, professeur titulaire de la chaire de psychologie du travail, du CNAM depuis 2018, après avoir été responsable de la filière CNAM, en Auvergne-Rhône-Alpes et professeur des universités à Lyon 2. Et vous consacrez ce que vous appelez vos recherches interventions à analyser et puis à comprendre comment se mettent en œuvre les technologies numériques et puis leur impact, qu'il soit positif ou négatif, sur les conditions de travail, sur l'activité de travail, sur les métiers, sur l'organisation du travail et donc par conséquent aussi sur la santé au travail. Voilà. Et donc, dans votre approche qui est pluridisciplinaire et inclusive, vous articulez la psychologie du travail, l'ergonomie, la psychologie ergonomique, la sociologie, tout ça dans le cadre de demandes d'organisation, de demandes d'industrie auxquelles vous répondez en incluant l'ensemble des personnes concernées, ce qui permet d'engager à la fois de la production de connaissances et puis des solutions concrètes adaptées aux enjeux qui sont rencontrés à la fois par les organisations et les travailleurs. Et dans votre ouvrage, vous présentez non seulement le cadre épistémologique de ce qui s'appelle la clinique des usages, et vous proposez également des méthodes d'analyse et des modèles d'intervention dans les organisations en transition numérique, où vous mettez l'accent sur les enjeux humains et sociaux. Alors pourquoi ce livre maintenant et comment faire pour que ces technologies puissent être, incarnées selon vos mots pour qu'elles puissent devenir des instruments, ressources du développement, au service du développement de l'activité, des professionnels, de leurs compétences, des métiers, de la santé. Voilà. Je vous laisse la parole pour votre exposé. D'abord, merci pour l'invitation et puis je suis heureux, de contribuer aussi à la réflexion et aux discussions, aussi un petit peu aux éclairages, hein, sur cette problématique, que vous avez évoquée et presque tout a été dit, donc je me demande ce que je vais dire en plus, hein, parce que vous l'avez bien résumé. C'était très bien Merci. explicité. Mais voilà, en tout cas, c'était, voilà, une belle synthèse un peu de ce que j'ai fait, donc j'ai pas besoin de me représenter, vous l'avez fort bien fait et de ce que j'essaye de faire au travers de cet ouvrage que je vais essayer de vous présenter. Alors pour une première, hein, parce que ceux qui ont l'habitude, moi j'aime bien, me servir de support, d'illustrations, de documents pour un peu étayer ou comment renforcer les arguments, les analyses. Là, pour une première, bah, non, je n'utilise rien. Ce que font aussi nos étudiants au CNAM, hein, certains on leur demande de venir un petit peu comme ça, nus, seuls devant et c'est un peu ce que je vais faire, essayer de défendre un peu cet ouvrage, enfin de défendre, en tout cas l'exposer, le présenter, mais pas le présenter, peut-être, de manière un peu formelle, mais de voir effectivement, derrière, qu'est-ce que j'ai essayé de faire, à quoi j'ai essayé de répondre comme question et comme enjeu. Et puis, d'essayer de vous présenter effectivement, sur ces, quelques minutes, parce que moi je parle toujours beaucoup, mais j'essaie d'écrire un texte qui me permet quand même de rester dans le cadre, qu'on s'était fixé afin de favoriser la discussion, de ce que c'est la clinique des usages. Donc j'ai décomposé mon intervention en 3 parties. D'abord, les raisons de cet ouvrage, la genèse de cet ouvrage, hein, qui m'ont amené à rédiger, donc la psychologie d'abord du travail digitalisé, hein. Il y a la psychologie du travail, pourquoi digitaliser? Est-ce que c'est une nouvelle approche? Pourquoi à ce moment-là? Pourquoi maintenant? Et quelles sont un peu les attentes, les perspectives? Une deuxième, qui est un peu la présentation de la structuration de l'ouvrage, mais comme je l'évoquais, pas une structuration, enfin une présentation un peu formelle, mais qui, répond à différentes, réflexion, axe d'analyse, intervention, vous le disiez, hein, les modèles aussi, qui me permet aussi moi de repenser, hein, ce rapport entre, activité, sujet et technologie. Et puis, une conclusion qui, donnera peut-être le lieu aussi de discussion, d'échange sur, l'évolution de notre métier de psychologue du travail à l'aune de ces, transformations, de ces évolutions qui arrivent très rapidement. On le voit, hein, par exemple ChatGPT, vous voyez le nombre d'articles qui arrivent sur est-ce que le travail est fini? Est-ce que notre, façon de penser le travail et puis c'est une forme de travail hybride, donc comment on peut aussi, nous, repenser notre travail pour, appréhender, aborder,
ces évolutions qui vont très vite et qui nous obligent, nous, à repenser aussi peut-être nos démarches et nos méthodes, nos outils conceptuels, nos outils méthodologiques et notre rapport aussi aux autres. Quand je dis aux autres, c'est peut-être de nouveaux acteurs avec lesquels on doit travailler. Donc, ce sera aussi un peu la conclusion pour peut-être une perspective dans notre approche. Alors, première partie, hein, et donc je regarde la montre, je vais essayer d'être. C'est la genèse de l'ouvrage. Pourquoi cet ouvrage? En fait, j'identifierais 5 à 6 raisons principales de la naissance de cet ouvrage et de sa production. Alors la première, c'est d'abord essayer de condenser dans un livre hein, toutes les réflexions que j'ai depuis maintenant une trentaine d'années sur la base des travaux, de contrats de recherche, de publications scientifiques, d'interventions en entreprise, de thèses menées avec les doctorants sur justement la question des usages, des incidences des nouvelles technologies et des nouvelles formes de travail. Donc avoir quelque chose qui est pour moi, mais surtout pour ceux à qui ça intéresse, hein, étudiants, intervenants, formateurs, un peu une sorte de repère voilà, de ces réflexions, de ces pensées, mais aussi des outils, alors qui ne viennent pas que de moi, hein, on l'a dit, mais d'autres personnes pour aborder ces questions-là. Ça, c'est une première raison. La deuxième, c'est aussi, comme nous pouvons aussi tous le voir, euh, c'est qu'il faut aussi avoir une réflexion euh, de nous, enfin nous, psychologues du travail, sur ces transformations qui vont très vite, qui sont très brutales, qui sont parfois aussi très imposées hein, et qui bouleversent le travail et le rapport qu'on a à l'activité, mais aussi à nous-mêmes et aux autres. Aussi, qu'est-ce que la psychologie du travail peut dire, peut faire, et sur quoi et comment le psychologue du travail peut aussi agir pour accompagner la conception, le déploiement et l'usage des dispositifs innovants dans ces nouvelles évolutions. Donc, c'était aussi de vous montrer qu'est-ce que nous, on pouvait faire, agir, comment on pouvait agir et comment on peut accompagner ces transformations. Une autre raison, c'est qu'on voit que dans nos champs d'intervention, ces évolutions technologiques adressent plusieurs types de questionnements, notamment dans un contexte où les réconfigurations à l'œuvre semblent opérer plus rapidement que nos possibilités d'analyse. Par exemple, je disais le chat GPT qui arrive et bam, en quelques mois presque, hein, vous voyez comment ça a été une vague qui a redéfini dans les entreprises, dans le rapport au savoir, dans les tâches ou même dans les emplois, toute une série de questionnements, de réflexions et puis d'anxiété presque ou de risques, hein. Et également pour le travail hybride, une nouvelle forme de travail ou les réalités immersives dans le travail avec, par exemple, le métavers, hein. Tout ça arrive et on se demande un petit peu qu'est-ce que va devenir le travail. Et donc je pensais qu'il fallait aussi peut-être opérer une certaine pause hein, pour réfléchir et prospecter aux conséquences de ces évolutions et à la manière dont nous, on pouvait les saisir, du point de vue épistémologique et méthodologique, en proposant une grille de lecture, notamment. Cette grille de lecture, c'est la clinique des usages. Donc, comment on pouvait aborder à la fois ce qui se passe, mais aussi prospecter le devenir de ces évolutions, ces transformations, par des approches, des méthodes qui nous permettent de cerner ce qui se passe. Autre point sur le plan, alors plus aussi, vous disiez tout à l'heure que je faisais de la recherche-intervention. Moi, dans ma pratique, je me sentais aussi bloqué, pour aborder, les problématiques que nos modèles théoriques et les approches méthodologiques classiques en psychologie du travail, eh bien, me permettaient pas d'aborder, d'approcher et aussi de rendre, compte avec suffisamment d'acuité et de finesse. Soit j'avais une analyse trop fine, de ce qui se passait, hein, dans ces nouvelles formes de travail, une analyse trop micro, c'est-à-dire basée plus sur, l'interaction homme-machine, donc je voyais qu'un bout de la lorgnette, soit une analyse trop macro, avec les perspectives de la psychologie de l'organisation, ou les conceptions gestionnaires très verticales et descendantes, voire condescendantes, hein, heu, vis-à-vis des usagers finaux. Dans ce que pourrait appeler donc une triangulation théorique, hein, je me suis donc ouvert à, vous l'avez dit aussi en introduction, à d'autres approches disciplinaires, que ça soit des approches en psychologie du travail, puisque la clinique du travail n'est qu'une approche possible en psychologie du travail, il y en a plein d'autres, hein. Je ne suis pas un clinicien d'activité, moi je suis d'abord formé en psychologie du travail et je me suis ouvert après
à la clinique de l'activité, mais des approches en psychologie du travail, en psychologie ergonomique, en ergonomie, de l'activité et de la conception, à la sociologie des usages, et puis aussi à différents modèles théoriques, hein, que ce soit par exemple les théories de l'activité, les théories de l'action, les modèles de la genèse instrumentale, les cliniques de l'activité, les théories des usages, et bien tout ça pour me permettre d'avoir un cadre euh, dans une sorte d'approche syncrétique, hein, qui mixe ces différentes approches qui ne sont pas antagonistes, hein, mais qui s'articulent finalement, qu'on essaye un petit peu de réfléchir, qui, moi, me donne la possibilité de mieux saisir, de mieux restituer et aussi de mieux anticiper, accompagner les évolutions en cours. Et là, c'est effectivement un peu, je dirais, les fondements, les étayages un peu de cette clinique des usages. Donc, vous verrez, hein, qui essaye de pouvoir avoir différents regards sur cet objet-là, d'un point de vue d'une sorte de, qu'on pourrait appeler une approche un peu multiscalaire, à différents niveaux d'analyse, hein, et un peu systémique, hein, d'un point de vue un peu global. En outre, autre point aussi de l'intérêt pour moi de cet ouvrage, ça me paraissait nécessaire à faire parce que j'avais l'impression, depuis quelque temps déjà, qu'on revenait à peu près 20 à 30 ans, c'est-à-dire depuis que j'avais commencé moi à faire les recherches sur les activités médiatisées de nouvelles technologies, donc on revenait 20 à 30 ans en arrière, alors que les technologies n'ont jamais été aussi innovantes et émergentes, hein, encore une fois superbes, mais on revenait aux mêmes dérives de ce qu'on avait pu déjà percevoir avec d'autres collègues, que ce soit les ergonomes ou les sociologues des usages, quand on réfléchissait justement sur la question d'alors qu'on appelait les changements technologiques et qu'on appelle maintenant des transitions digitales ou des transformations numériques. Alors, on menait, nous, une bataille, hein, pour déjà intégrer la composante humaine, sociale et praxique, hein, praxique au sens de cette vision anthropocentrée de l'activité, tout au long de la trajectoire de conception et d'implantation des technologies. Avec des difficultés pour convaincre à l'époque, hein, je l'avoue, non seulement les concepteurs et les industriels, hein, de l'intérêt de nos approches, mais aussi même mes collègues en psychologie du travail, qui étaient assez dubitatifs, pour ne pas dire assez méprisants, disons-le, heu, dans ce qu'on présentait, nous, lors des colloques. Ah, quand j'étais doctorant, avec des collègues qui étaient mes pairs, on allait dans des conférences, on était plus nombreux, je le dis souvent, hein, sur l'estrade, en train d'exposer un peu, nous, comment on perçoit ces évolutions, les impacts sur le travail, que les gens qui nous écoutaient. Parce que, quelque part, la technique rebutait et n'intéressait personne. Les collègues psychologues n'en voyaient pas l'intérêt et ne voulaient pas je veux dire le mot, hein, se salir au contact de ces instruments qui allaient avilir leur noble art, hein. C'était vraiment ça. C'était nous, on est au contact de l'humain. Qu'est-ce que vient faire un outil, une technique là-dedans? On n'est pas des mécaniciens, on n'est pas des automaticiens. Nous, c'est l'homme. Mais on n'avait pas compris encore toute l'évolution. Enfin, notre rôle de chercheur, ça, c'est d'anticiper, de prospecter le devenir, hein, des activités. Et nous, on percevait bien qu'il y avait des choses qui se passaient là. Mais en tout cas, c'était quelque chose dont on ne voulait pas entendre parler. Or, on voit aujourd'hui, hein, que les milieux et activités professionnelles sont tous affectés d'une manière ou d'une autre par la question des transformations socio-techniques, avec des effets notables sur les conditions de réalisation du travail et sur la santé au travail. Et j'ai donc pensé aussi que c'était le bon moment de rendre compte de ces réflexions et travaux, parce qu'on se retrouve au creux de la vague, c'est-à-dire qu'on a une nouvelle arrivée, de toutes ces technologies, de tous ces environnements, et je pense qu'il y a une alerte à faire sur les dérives auxquelles on pourrait assister et qui pourraient se retourner contre la salariée si on n'y prenait pas garde. C'est aussi ça, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de massif qui arrive, hein. On parle de transformation numérique, de transition digitale. Or, elles ont toujours eu lieu là. Pourquoi subitement on en parle autant là maintenant? Je suis abonné à des listes de diffusion sur internet, et ça n'arrive sans cesse, quoi. Tout le temps, il y a des articles, il y a des mises en garde, les emplois, le stress, enfin voilà, la charge mentale et tout ça. Tout est lié aux outils, quoi, et ça arrive de manière incessante. Alors pourquoi, je dis: «Il faut faire attention», pourquoi on est au creux de la vague? Moi, j'avais pensé que, justement, depuis 20-25 ans, tout le travail qu'avaient fait, les ergonomes, les sociologues, nous-mêmes aussi en psychologie du travail, avait porté ses fruits. C'est-à-dire qu'on avait réussi finalement à pouvoir, convaincre, hein, nos interlocuteurs, donc les informaticiens, les industriels, voire les mêmes formations, des formations d'ingénieurs, hein, à,
je dirais, comment prendre en compte, hein, justement cette composante humaine, sociale, j'en parlais tout à l'heure, dans le déploiement des outils. Et donc cette intégration progressive mais nécessaire, hein, de l'activité tout au long du processus de conception, de diffusion des dispositifs. Et d'ailleurs, ça s'est vu, par exemple, d'un point de vue très concret, hein, avec le passage de ce qu'on appelle l'entreprise 4.0, l'usine 4.0, l'industrie 4.0 à l'industrie 5.0. C'est un concept qui a été défendu au niveau européen avec un grand plan d'investissement qui irriguait toute l'industrie européenne. Et autant l'industrie 4.0, c'est une industrie très technocentrée, c'est-à-dire partir par le haut et très push, hein, qui descend et qui pense les technologies innovantes et on les balance et donc les gens n'ont qu'à s'adapter. Et là, on parle maintenant d'industrie 5.0. C'est là une conception qui, effectivement, où il faut prendre en compte, hein, les aspirations professionnelles, les activités, et intégrer aussi tous ces usagers, tous ces professionnels à la conception du dispositif. Donc, on voit que ça avait pris. Et donc, je me dis, c'est bien, quoi, on va pouvoir suivre. Or, les récents développements des technologies que l'on qualifie donc d'émergentes, hein, on parlait de l'intelligence artificielle, des technologies immersives, du métavers, des robots, a fait craindre le pire. Elles sont venues remettre en cause totalement, selon moi, ce modèle vertueux, au risque de revenir à cette conception très technocentrée, hein, et cette vision très déterministe de la technologie, où l'individu est vu au mieux comme une variable d'ajustement d'un projet élaboré sans lui, au pire comme le serviteur docile d'un outil qu'il ne peut comprendre ni maîtriser, tant elle est puissante, magique et sophistiquée, générant ce que j'ai qualifié, moi, une sorte d'anesthésie, enfin d'une fascination anesthésiante, pardon. Une fascination anesthésiante, parce qu'on se doute, c'est ce que vous appelez, on appelle ça l'effet waouh, quoi. Ah, c'est tellement génial, tellement beau que c'est comme, voilà, on est face à quelque chose qui nous dépasse en termes de beauté et donc ça enlève toute notre capacité de jugement, de critique et on ne peut que l'accepter. Non, non, justement. Et ça, c'est ce qui arrive, c'est-à-dire qu'on ne re on ne regarde plus ce qui se passe dans le travail, on ne regarde plus comment les gens, organisent ou quels sont, leurs besoins ou qu'est-ce qu'ils ne veulent pas ou qu'est-ce qu'ils ont ce dont ils ont besoin pour mieux travailler. C'est que l'outil, il est vu comme, finalement le la la seule solution possible, dans un monde de rivalité, de concurrence, d'économie, de performance et il faut l'employer et que l'individu ne pourra, encore une fois, qu'être, docile dans ce déploiement. C'est donc pour prévenir contre ce risque d'un absolutisme ou d'un solutionnisme technologique que j'ai aussi écrit cet ouvrage. Alors, c'est quoi l'absolutisme technologique? Eh bien, c'est de voir la technologie comme la solution à tous les problèmes de l'entreprise ou de la société, et non pas comme une alternative possible, pardon, parmi d'autres, qu'il faudrait évaluer, apprécier, discuter, ajuster. Hein. Là, on ne se pose pas de questions. Dans cette vision essentialiste de la technologie, il suffirait en somme de mettre en place les bons outils pour produire les effets escomptés, comme par exemple eh bien, améliorer l'intelligence collective, et on met des outils collaboratifs, des réseaux sociaux numériques d'entreprise, des outils collaboratifs. Et ça va booster l'intelligence collective ou justement, dans le travail à distance, recréer du collectif de travail. On sait que ce n'est pas vrai. Mais on n'a qu'à mettre les outils et ça va le faire. Comme il faut effectivement, par rapport à l'intelligence individuelle, pour être plus efficient, plus performant, plus créatif dans le travail, eh bien, on va mettre de l'intelligence artificielle qui va nous décharger des tâches répétitives, rébarbatives et nous donner la capacité de justement s'investir dans des tâches à plus haute valeur ajoutée, plus nobles, et là, on pourra dévoiler sa créativité. C'est un peu plus compliqué que ça. Ou avoir des personnes mieux formées et plus compétentes grâce à des environnements immersifs. Vous voyez toute la publicité que fait par exemple Meta, la maison de Zuckerberg, dans les journaux actuellement pour vendre sa solution de métavers, hein, qui dit, par exemple, des pompiers, des chirurgiens seront mieux formés grâce à la réalité immersive. Voilà. Il suffit que. Et pareil, ce n'est pas le même geste qu'on apprend. Comme aussi par rapport à des salariés dont on sait qu'ils sont peu fidèles, qui n'arrivent pas à être ce qu'on appelle socialisés organisationnellement, hein, où les périodes d'essai sont parfois très, très limitées parce qu'ils partent, parce qu'ils ne trouvent pas de sens, il n'y a pas de collectif, eh bien, on va changer, on va recréer comment je pourrais dire, un chez-soi en développant du flex-office, donc des bureaux aménagés comme si on était à la maison, voire mieux qu'à la maison. Voilà, comme s'il suffisait de créer des espaces
qui sont effectivement inappropriables, hein, ou et dans des espaces interchangeables où nous-mêmes, on se sent aussi interchangeables quelque part, ou des bureaux sans âme, et du coup, qui rend le travail épuré, aussi, désaffecté quelque part. Voilà, c'est ça. Ou encore, et ça, je trouve ça assez extraordinaire, dans un contexte où on sait que la souffrance au travail fait d'énormes dégâts. Vous savez, par exemple, que c'est la deuxième cause, hein, la maladie, enfin les maladies liées à la fragilité, aux fragilités mentales, hein, et ça, c'est pour une première qui a dépassé les TMS. Et après les maladies, je dirais, ordinaires et classiques, les arrêts maladie pour cause de fragilité mentale, de détresse psychologique, c'est la deuxième cause des arrêts maladie, quoi. Donc on est dans quelque chose qui est assez important. Et pour autant, donc, on va effectivement, pour manager des personnes épanouies, pour développer l'engagement, la motivation des salariés, hein, eh bien, on va développer des outils, des technologies, encore une fois, qui prennent en charge le bien-être au travail. Et c'est le secteur florissant de ce qu'on appelle la happy tech ou le smart working, qui n'en ont que le nom, hein, mais qui n'ont rien d'autre. Voilà. Pour prendre en charge, je ne vais pas rentrer dans les détails. Eh bien, par rapport à tous ces éléments et critiques, je pense qu'une autre approche est possible, centrée sur l'activité, en associant les professionnels. Et donc, cette approche, elle permet de redonner la parole et aussi un contre-pouvoir à ces professionnels experts de leur travail. Ils sont non seulement, je pense, ces professionnels en mesure d'évaluer les développements possibles et impossibles, acceptables et inacceptables de leur activité au contact de ces technologies, et que trop souvent aussi on leur impose, hein, mais ils peuvent aussi participer. Donc, ce n'est pas seulement dire j'aime ou j'aime pas, mais c'est de dire je peux participer, je peux contribuer aussi moi à la conception et au projet d'implémentation de ces outils pour en faire des outils appropriés à l'exercice de leur métier. Et ça, c'est très bénéfique. Donc, vous voyez qu'on n'est pas sur une vision, c'est pas bien, c'est bien, mais on peut construire, réfléchir, penser, travailler ensemble pour en faire des instruments, ce que j'appelle des instruments opérateurs de santé, donc capacitants, habilitants, mais j'y reviendrai. Et c'est donc dans cette perspective que se situe l'approche en clinique des usages, et qui sera donc largement discutée dans l'ouvrage, et j'y reviendrai. Donc en somme, cet ouvrage a été rédigé pour redonner une légitimité aussi, une autorité, et également un pouvoir d'agir à nous, psychologues du travail, pour intervenir sur les questions des enjeux et les enjeux des transformations digitales. On a des choses à dire, on peut intervenir. Il n'y a pas que les gestionnaires, il n'y a pas que les ergonomes, mais nous, les psychologues du travail, on a la possibilité et on se doit aussi de venir un peu questionner, titiller, soutenir aussi, hein, ou pas, les critiquer, les projets de transformation, les nouvelles formes de travail, dès lors qu'elles fragilisent, elles dégradent, elles questionnent le travail et les professionnels. On a les outils, on a les moyens, on a les connaissances et la sensibilité pour le faire. Pourquoi je dis ça? Parce qu'à l'époque, alors vous êtes, quand je dis trop jeunes, ceux qui ont été formés là, vous n'êtes pas trop jeunes dans l'âge, mais en tout cas trop jeunes en termes de formation, pour vous rappeler l'arrivée des risques psychosociaux. Nous, psychologues du travail, on l'a loupé, le coche des risques psychosociaux. Je le dis forcément. Voilà. On a loupé le coche des risques psychosociaux et de la santé au travail par justement une fixation sur la personne fragilisée, donc stigmatisée, qui était à soigner. On utilisait, et d'autres formations, hein, que celle du CNAM ou d'autres, voilà, former les étudiants, utiliser massivement les échelles de mesure, les questionnaires, hein, des outils d'analyse normatif, qui finalement nous ont détournés du réel du travail et aussi des préoccupations effectives des salariés. Or, on le sait bien, et vous avez été formé au CNAM dans cette orientation-là, hein, il nous faut travailler collectivement avec et pour les salariés sur la base d'une co-analyse de leur activité pour co-construire les conditions organisationnelles et les ressources psychosociales au développement de leur activité et leurs compétences. Et je ne voudrais pas à nouveau que la psychologie du travail loupe ce virage et soit perçue comme un pompier ou comme le sauveur rédempteur qui vient atténuer les erreurs et les échecs liés aux transformations digitales. Ou pire, qu'il soit une sorte d'agent double ou d'agent trouble, je ne sais pas comment il faudrait le qualifier, des changements, dont la mission serait de mieux faire accepter ce qui est inacceptable. Moi, parfois, j'ai ces demandes, hein, c'est-à-dire qu'on me demande de dire
vous gommez tout ce qui ne va pas, tout ce qui peut faire peur et vous vantez les systèmes. Nous ne sommes ni des promoteurs béats ou naïfs du changement technologique, ni des contempteurs rigides et censeurs qui s'opposent à toute évolution dans le travail. Et ça, j'y reviendrai dans ma conclusion, hein. Je pense qu'il faut trouver le juste milieu justement sur notre place dans ces métiers-là. Voilà, donc après ça, c'est la première partie, hein, je termine là-dessus. J'ai posé, un peu le socle de cet ouvrage, hein, les raisons, les motivations, un peu les réflexions que j'ai eues. Et donc maintenant, je souhaiterais décrire rapidement les fameuses sections, de l'ouvrage et de montrer en filigrane, hein, à quelles grandes questions, je le disais, et enjeux du travail digitalisé, j'ai essayé de répondre. Alors je vais essayer d'aller assez vite, hein, pour vous permettre aussi qu'on rediscute peut-être, plus précisément dans la seconde partie de la conférence et surtout, pour vous donner l'envie, par ce petit teasing, de vous procurer l'ouvrage afin pardon, d'approfondir, les réflexions. Alors, la première partie, de l'ouvrage, si vous avez, pu regarder un peu le sommaire ou si vous l'avez déjà, heu, c'est déjà poser un peu le cadre d'analyse, faire un état des lieux de ces transformations digitales, en spécifiant, les différents types de technologies qui se diffusent dans le monde du travail. Ça va des technologies matures aux technologies émergentes à venir, hein. Et puis, surtout, moi, j'essaie de distinguer et de nommer les choses, hein. Comme le disait, je crois que c'était Camus, hein: «Mal nommer les choses participe au malheur du monde», donc il faut déjà savoir de quoi on parle. De quoi on parle parce que derrière, les mots ont un sens, une acception qui définit, qui détermine aussi, comme un sens, c'est-à-dire la façon de se positionner, de voir les choses et de dire de comprendre un peu comment comprendre, enfin comprendre, comment appréhender pardon ces outils et les effets que ça peut avoir. Et donc comme ça, j'essaye de poser, alors je ne vais pas le faire ici, hein, parce que c'est pas le lieu, je vous laisserai justement voir ce que c'est, ce que sont, les techniques, ce que sont les technologies, ce que sont les technologies de l'information et de la communication, ce que sont les artefacts techniques. Parce que chacun de ces objets a un effet, une implication, sur mon action, sur, le rapport au travail, sur le rapport aux autres, sur aussi, mes développements et mes empêchements. Et ça, je pense que c'est important de voir, à quoi ça fait référence ou comment elles ont été conçues. On discute plus précisément de la fonction psychologique et sociale des artefacts techniques dans le développement du sujet. Et on cherche aussi à comprendre la manière dont les organisations, vous voyez, ça va dans les 2 sens, c'est-à-dire comment ces outils ont des effets sur mon activité, mais aussi comment les organisations se saisissent de ces dispositifs pour induire un certain modèle de fonctionnement. Parce qu'on ne développe jamais des outils pour rien, hein. Il y a toujours aussi un projet, une visée. Dans les stratégies de changement, en effet, la technologie est toujours conçue et déployée pour mettre en forme l'activité selon le modèle gestionnaire et performatif souhaité par l'entreprise. Elles soutiennent finalement cette technologie, elles soutiennent pardon, les technologies, le projet managérial et industriel. Et elles cherchent aussi à agir sur le système de travail en place, c'est-à-dire de réorganiser le travail. C'est un formidable outil qui permet de savoir ce que fait l'individu, ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas, ici, mais aussi à distance. De le suivre, de le tracer, puis même de prédire ce qu'il pourrait faire, bien faire ou pas faire avec tout le big data, l'IA. Hein. C'est un outil puissant, mais qui, encore une fois, qui donne une vision tronquée, partielle du travail. Et c'est notre rôle, c'est justement de redéfinir un peu ces, euh, ces indicateurs, ces indices, ces rapports au travail pour pouvoir construire des outils qui donnent une reconnaissance effective et sur laquelle on peut engager des discussions. Mais faut-il encore que tu reconnaisses la qualité de mon travail, pas la quantité de mon travail, ou pas ce que je ne fais pas. Enfin bref. Mais voilà, c'est ces discussions-là. Ces transformations digitales qui sont incarnées par des artefacts techniques ont alors pour objectif de rendre plus efficaces et performantes les pratiques humaines et les processus qui les sous-tendent. C'est-à-dire que c'est vraiment un enjeu et un outil au service de la stratégie de l'entreprise. C'est ce que d'aucuns appellent un cheval de Troie organisationnel. C'est-à-dire que sous couvert de changement technologique, on essaie d'induire des transformations qui sont plus acceptées lorsqu'elles viennent effectivement des outils que lorsqu'elles viennent des hommes. Parce que du coup, on ne peut pas aller en contre.
Et quand on met en place ces technologies, et là, je pose aussi la question, ça pose aussi la question de la façon dont on voit les individus et aussi des modèles organisationnels qui sont rattachés à ces technologies. Vous voyez, on est vraiment dans une vision, comme je disais, un peu globale, hein. Pourquoi? Parce que les transformations digitales appellent aussi à une exigence d'excellence et d'agilité permanente du capital humain pour s'ajuster justement et tirer le plus profit de ces innovations. On voit d'ailleurs un basculement qui s'opère parce que euh, il ne s'agit plus seulement de rendre l'organisation agile, de mettre en place des méthodes agiles, mais d'exiger des salariés qui soient eux-mêmes plus agiles face aux innovations et donc qui soient plus corvéables et flexibles face à la fréquence et à la rapidité des changements technologiques qu'ils subissent. Eux, ils n'ont rien demandé, hein, et ils ont participé à rien. Mais on met en place des changements qui sont plus ou moins bons, plus ou moins, enfin souvent moins que bons, euh, euh, bien organisé, structuré, et c'est à l'individu d'être agile et de s'ajuster, de s'adapter constamment. Et ce n'est pas tenable, bien évidemment. Et ça affecte leur santé au travail. Et les changements technologiques sont dans cette visée-là, quoi, constamment. Et que le problème, que les changements technologiques, eh bien, ce n'est pas seulement changer d'outils, mais c'est un changement de pratique, de métier. J'y reviendrai tout à l'heure. Et donc, c'est un changement, mais qui est complet, constant. C'est donc à eux de faire l'effort professionnel, cognitif et psychologique, de se remettre en cause et aussi de remettre en cause leur travail pour l'adapter aux exigences de ces nouveaux environnements de travail qui transforment totalement, je le disais, le métier. Ce sont donc des transformations technologiques qui sont cognitivement très épuisantes puisqu'il faut constamment désapprendre. C'est difficile de désapprendre des pratiques qu'on a eues depuis un certain temps et réapprendre de nouvelles et qui sont aussi professionnellement très déstabilisantes. Linhart parle d'ailleurs de précarité professionnelle, puisque on n'a plus confiance, on ne maîtrise plus ses repères professionnels et on est toujours entre deux. Donc on perd un peu de stabilité professionnelle et on se sent très fragile, très fragilisé. Ces évolutions incessantes usent les ressources professionnelles et psychosociales et altèrent aussi les identités professionnelles, ce qui génère de la souffrance et un mal-être important. Pour autant, et ça c'est ce que j'essaie aussi de démontrer cette partie, et ça, c'est la sociologie des usages qui le montre, hein, c'est là où je disais, voilà, l'intérêt de s'ouvrir à d'autres champs. On voit que les professionnels, ils ne sont pas passifs non plus, heureusement. Hein, comme on le sait, entre la tâche et l'activité, il y a le prescrit et le réel, il y a des usages prescrits, il y a des visions d'une organisation idéale avec les technologies, et quand ça bute au réel, eh bien, il y a la créativité et l'innovation du salarié qui peut en faire autre chose et qui peut aussi les contourner pour en faire des choses un peu plus performantes et efficaces. Donc, ils ne sont pas passifs, nos salariés, nos professionnels. Ils ont la possibilité de faire subir à ces outils des ajustements nécessaires par des processus de réappropriation individuels et sociaux, afin de passer d'un artefact brut, qui est justement celui qui a été pensé par l'organisation, par des concepteurs qui ne connaissent en rien le travail que je fais, en un instrument signifiant au service de mon activité. Il acquiert alors, cet instrument, la valeur et a un sens pour le professionnel, car il donne justement de la valeur et du sens au travail que je fais. Voilà. Il ne s'y oppose pas, il le soutient, il le valorise, il le développe. Donc ça, c'est important pour moi. En définitive, cette partie permet donc de clarifier les notions, hein, que j'ai indiquées, pour savoir à quoi elles se référaient. Et l'idée, c'est donc bien de comprendre la manière dont les processus psychiques et sociaux mobilisés dans l'activité peuvent être affectés par l'usage de ces instruments dans une perspective développementale et constructiviste selon les modèles de l'activité, mais aussi, et inversement, comment l'individu peut reconstruire un artefact en l'alignant sur ses propres logiques d'action et ses besoins d'activité. Et là, on a effectivement des modèles tirés de la psychologie ergonomique avec Rabardel et la genèse instrumentale. Et donc, vous verrez aussi comment on peut articuler ces approches à la fois en modèle d'activité avec Vygotsky et les approches d'où découle aussi celle de Rabardel. Donc, pour montrer un peu l'effet, la construction entre l'activité et les technologies. Voilà. Mais c'est important pour voir un peu comment ça se fait. Alors voilà, ça pose un peu les termes du débat. Le deuxième chapitre, eh ben, on arrive à définir la clinique des usages. Voilà. Alors ça n'a pas été facile parce que, je vous le disais, c'est un travail qui est toujours en cours, hein. J'essaye encore une fois, de poser les fondements, les étayages épistémologiques, théoriques, méthodologiques de cette clinique d'usage, et puis aussi ces principes d'analyse et d'intervention.
Et je disais qu'elle n'est aussi qu'à ses balbutiements parce que c'est un travail en cours avec mes doctorants, avec mes recherches que je fais, avec des retours de terrain, avec d'autres collègues qui et c'est bien parce que chacun se l'approprie, puis apporte un peu des réflexions qui enrichissent progressivement l'approche. Mais l'idée, c'est de fournir encore une fois des grilles d'analyse pour comprendre ce qui se passe et prospecter ce devenir, pour mieux l'accompagner, nous, psychologues du travail. Alors, pour donner peut-être une définition assez générique, hein, je dirais que la clinique des usages vise à cerner les développements possibles et impossibles, acceptables et inacceptables de l'activité en lien avec l'usage des instruments technologiques. Ça, ce serait peut-être la définition la plus basique, hein, de voir un peu si ce devenir il est acceptable, possible ou impossible, souhaitable ou pas, avec les outils. Et nous, on essaie de comprendre et d'accompagner ça. Par l'expérience de l'activité médiatisée, elle s'interroge pardon, aussi sur notre rapport au travail, c'est-à-dire sur la façon dont on conçoit, perçoit et éprouve le travail, et plus généralement sur notre capacité à agir et à nous affirmer avec et dans ces environnements sociétaux. Donc en quoi ces outils portent le projet de l'individu, l'accompagnent dans ses horizons, dans ses initiatives et, comme le dirait Clos, favorisent son rayonnement d'action, ses projets. Cette clinique d'usage, elle soutient également la vocation potentiellement réflexive et développementale des technologies pour l'activité et les usagers. C'est-à-dire que on essaie de dépasser la vision purement performative des technologies, c'est-à-dire qui me sert à produire, à réaliser, et éventuellement d'un effet purement automatique, de la mise en place d'un outil sur mes actions, hein, ça dépasse cette vision-là, pour envisager une dimension constructive de celle-ci, en étant attentif aux pratiques que ces dispositifs permettent de faire émerger ou au contraire réfrènent. En quoi finalement ces outils soutiennent mon activité, on parle de soutenabilité, vous voyez, ou au contraire empêchent la réalisation de cette activité. Et derrière ça, c'est mes critères de qualité, mes règles de métier, mes projets. Et derrière, cette amputation du pouvoir d'agir, on sait ce qu'elle fait. Ce que je fais, ce que ça défait, ce que ça apporte, ce que ça enlève dans ce travail. En effet, il n'y a pas seulement ce que l'on fait avec la technologie qui compte, il y a aussi ce que l'on devient par son usage, c'est-à-dire la manière dont on se construit, dont on se transforme favorablement ou non au contact de ces nouveaux dispositifs qui vont exiger ou permettre d'autres façons de faire, de penser, d'organiser, de collaborer dans ce travail. Les technologies, elles ont ça. Elles, elles donnent d'autres possibilités ou elles empêchent les choses. Ces technologies sont donc autant une condition de réalisation du travail qu'un facteur de développement de l'activité et du métier, et donc de construction psychique de l'individu au travail. Parce que si je n'arrive pas à développer cette subjectivité au travail, eh bien, je suis réfréné et ça affecte l'identité. Et donc, ça peut aussi nuire à l'expression subjective de l'individu au travail. Donc, cette clinique des usages elle se positionne au plus près des préoccupations des professionnels à travers la prise en compte de l'activité qui se fait et qui pourrait mieux se faire avec, mais aussi sans ces technologies, hein. La technologie n'est pas une fin en soi, c'est un moyen possible, mais on interroge pour savoir si elle sert ou elle dessert le dessein de l'individu et les objectifs aussi d'efficacité, de performance et de qualité du travail. Si ce n'est pas le cas, on ne la fait pas, on le met à un autre lieu, ou si elle doit intervenir, à quel moment. Mais ce n'est pas la finalité ultime. Et donc, dans ces ambitions, ces cliniques d'usage, elles participent en cela à la préservation de la qualité de vie au travail par justement l'amélioration des conditions d'exercice du travail. Parce que la technologie, elle est un moyen, un rouage essentiel de ces conditions de travail, hein, et de la qualité de vie au travail, qui me permet de produire, de réaliser, euh, de déployer aussi une activité. Ce sont des conditions de travail au même titre que des ressources, des méthodes, un espace, une organisation, des collectifs, un management. Ce sont des outils. Et si les outils ne sont pas adaptés, inappropriés, eh bien, ça nuit à la qualité de vie au travail et à la qualité du travail. Sur un plan plus méthodologique, cette clinique d'usage, eh bien, je le disais, ce n'est pas sur des approches très socio-cognitivistes, très normatives. On est sur une compréhension située, incarnée du travail. On est proche, on est sur des analyses d'activité. On est sur des restitutions, des co-analyses. On développe aussi des méthodologies, je reviendrai aussi, pour pouvoir justement accéder à ces activités qui sont
plus en plus évanescentes, qui sont invisibles, illisibles, individualisées. Et donc, à charge à nous de déployer des approches qui rendent compte de ce travail. Et puis, bien sûr, on y associe les professionnels et tous les membres de l'organisation pour réfléchir, penser, co-construire ces solutions technologiques. Donc l'idée, c'est de rendre plus visibles et lisibles ces activités, ces transformations à venir pour qu'on puisse, ensemble, collectivement, penser ce futur du travail. En définitive, l'approche en clinique des usages invite à ne pas considérer la technologie comme un simple outil au service d'une tâche. Donc cette tâche, vous savez, qui est pensée, hein, qui est définie. Donc c'est pas l'outil et quand vous voyez, c'est bien, ça correspond bien à la vision d'entreprise. Tu dois faire une tâche et on va te mettre un outil qui va justement répliquer la tâche. Et donc toi, tu vas la suivre. Donc nous, c'est pas notre objectif. C'est pas de considérer la technologie comme un simple outil au service d'une tâche, mais c'est de faire en sorte qu'elle devienne un véritable partenaire et une vraie ressource pour l'individu en activité, qui lui donne la possibilité de mieux faire son travail, donc c'est l'efficience, l'efficacité au travail, mais aussi de bien faire son travail. Et là, c'est le sens et la valeur de son travail. Et si on a gagné ça, eh bien, c'est quelque chose qui est très favorable et très bénéfique dans le travail. Alors, ça, c'était la définition voilà, de la clinique des usages. Et maintenant, cette clinique d'usage, elle a 4 axes, 4 principes d'action pour pouvoir justement accompagner, comprendre, soutenir réfléchir à ces innovations pour qu'elles soient bénéfiques, encore une fois, au travail, aux salariés et à l'organisation. Et je vais les décliner là rapidement aussi pour montrer un petit peu quels sont les 4 axes, dont certains que vous connaissez si vous avez eu des cours, vous avez déjà lu par ailleurs, mais encore une fois, je vais aller très rapidement parce que ça ne vaut pas le coup. Je vous laisserai lire si vous le souhaitez. Mais ça, voilà, c'est ces 4 orientations qui permettent un peu de comprendre sur quoi on agit, comment et qu'est-ce qu'on essaye de faire. Alors, le premier axe, ce serait un axe qui serait plutôt dans une perspective que je qualifierais de fonctionnaliste, fonction de la technologie, hein, la fonction. C'est la partie 3 de l'ouvrage. Et là, je cherche à comprendre le rôle et la fonction psychosociale que peuvent avoir les technologies dans l'activité et ses développements. Et il nous reste 10 minutes, donc ça devrait aller, merci. Et là, on s'intéresse plus précisément à la façon dont le sujet mobilise les outils technologiques dans son activité, tout autant que la manière dont ces technologies mobilisent les sujets par son usage. Dans ce chapitre, on discute ainsi les concepts de technologie capacitante, habilitante, de technologie palliative ou substitutive, mais aussi la façon, donc ça c'est le rôle, la fonction des technologies dans l'activité, je ne vais pas y revenir, mais aussi la façon dont ces technologies peuvent affecter la réussite des projets de changement. Et là, c'est des technologies que je qualifie d'incrémentales versus des technologies disruptives. Ou encore, les propriétés des technologies, c'est-à-dire la façon dont ces technologies structurent la régulation et l'organisation du travail. Donc, elles ont des propriétés organisationnelles qui organisent le travail selon soit quelque chose de très défini, très organisé, avec des marges de manœuvre très limitées, c'est les technologies prescriptives, ou au contraire qui ouvrent dans quelque chose qui est totalement ouvert et une sorte de prescription de la subjectivité au travail, où la personne peut être totalement perdue. Hein, l'autonomie peut être aussi très anxiogène, et les technologies peuvent y participer par rapport à une hétéronomie, donc une dépendance extrême vis-à-vis de l'outil, prescription de la rationalité. Là, on est dans une prescription de la subjectivité totalement ouverte. Et là, c'est très anxiogène. Et puis, entre les deux, des technologies discrétionnaires qu'on peut utiliser à discrétion, qui est un petit peu ce que j'ai proposé comme dispositif un peu intermédiaire. Voilà. Donc ça, je pose les choses. On montre ainsi que la technologie peut être un opérateur de santé au travail quand elle favorise justement l'initiative et l'autonomie, quand elle participe au développement et à l'expression des compétences, et lorsqu'elle donne aux salariés la possibilité d'appliquer ses propres critères de qualité tout en lui permettant de renouveler les règles de son métier. Mais pour obtenir ces résultats, faut-il encore que l'outil soit, et ça c'est une des propriétés qu'on essaie de défendre, qu'on développe des technologies, suffisamment souple, flexible et plastique pour permettre aux professionnels de maintenir et de développer son pouvoir d'agir. C'est-à-dire que je peux aussi ajuster ces outils par rapport à mes besoins, à mon apprentissage, aux circonstances. Et comme ça, je peux toujours développer ce pouvoir d'agir
vis-à-vis des circonstances et des contingences de l'activité et les outils sont toujours, voilà, en capacité de s'ajuster à moi, à mes besoins. Et parfois, on ne peut pas, parce que l'outil est imposé, il est normatif et c'est comme ça et c'est pas autrement, hein. Alors du coup, ce que je propose également, là, c'est un peu aussi une chose un peu nouvelle que enfin nouvelle. C'est pas nouveau tout ce que je dis, hein, d'autres l'ont dit, j'essaie simplement de le redire différemment ou de l'ajuster et puis de le rendre un peu plus accessible, mais voilà, je suis assez humble dans ce que je fais, mais en tout cas, quand c'est effectivement le cas d'un outil imposé, on le voit souvent dans les organisations, hein, il n'y a pas faire autrement, vous devez utiliser ce qu'on appelle le principe de mandatory. Eh bien, quand, quand c'est pas possible de faire, d'ajuster l'outil pour développer son pouvoir d'agir, eh bien, il faut disposer d'un droit d'agir. Le droit d'agir et le pouvoir d'agir, oui. Le droit d'agir, c'est-à-dire qu'on puisse utiliser l'outil, avec discrétion, dans son activité. Par exemple, des conseillers clientèle, hein, je donne cet exemple-là, qui, doivent utiliser un outil de gestion clientèle face aux clients, mais qui est très prescriptif et finalement, ils ne savent pas l'utiliser, surtout ceux qui sont un peu plus âgés, plus expérimentés, parce qu'ils ont des difficultés de compréhension et du coup, ils sont en échec et il n'y a rien de pire d'être en échec face à un client qui va vous confier de l'argent puisque du coup, vous êtes déconsidéré professionnellement, vous êtes disqualifié. Et ça ne le fait pas, il se sent très mal à l'aise. Donc du coup, on lui donnait un droit d'agir, de l'utiliser à des moments plus opportuns. Les moments plus opportuns, donc c'est après la relation clientèle. Ils sont en face à face sans l'outil, mais ils vont se saisir après. Et là, ils prennent plus de temps. Donc là, effectivement, on gère, comme aussi les centres d'appel, je donnerai des exemples, vous verrez, où ils ont le droit à un moment de reprendre la main sur le script de dialogue pour gérer eux-mêmes la conversation. Et ça marche. Ça donne du pouvoir d'agir par le droit d'agir. Donc c'est alors à ces conditions seulement, un pouvoir et un droit d'agir acquis et reconnu, que les techniques, sous-entendu les systèmes technologiques, sont au service de ma technique, à savoir les gestes de métier et des pratiques. Les technologies deviennent alors une composante à part entière du métier de ces conditions d'exercice. Deuxième perspective de cette clinique d'usage, c'est une perspective plus compréhensive. C'est la quatrième partie de l'ouvrage. Et là, on cherche à décrypter les nouvelles formes et modalités de travail qui peuvent accompagner ou se trouver impulsées par les changements technologiques. Il s'agit alors, d'une part, de caractériser ces nouvelles configurations de travail, que l'on qualifie maintenant de travail hybride. Hein. Alors, c'est travail nomade, mobile, le télétravail, le flex office, les plateformes ubérisées, l'organisation agile, libérée, voilà. Et que moi, j'appelle ça une activité 4.0, que je décris, que je caractérise, vous verrez, hein, afin de cerner les enjeux, les paradoxes, mais aussi les implications sur l'activité et la santé au travail. Il s'agit aussi de participer à la reconception de ces environnements sociotechniques de travail en y associant les professionnels et en déployant des méthodes de conception idoine pour une proposition d'activité qui serait une activité 5.0. Alors, vous voyez, 4.0, 5.0, mais en tout cas, une activité qui serait, encore une fois, davantage tournée sur les conditions d'exercice, les besoins, les capacités de travail ou les volontés de travail, ou en tout cas les modalités de travail réelles des individus. Et donc, c'est aussi des choses qu'on sait faire en psychologie du travail, mais qu'il faut en discuter. Et là, ouais, toute la refonte du travail hybride, avec ces nouvelles formes de travail, je pense qu'on a des choses à faire, nous, hein, pour en discuter. Troisième perspective, vous voyez, je vais un peu plus vite, c'est une approche plus prospective. Et là, on cherche à prospecter les conditions d'usage, et notamment les facteurs d'acceptation de ces technologies dans et par l'activité. Et là, c'est important parce que tout à l'heure, je vous disais, je prenais appui sur des approches en psychologie du travail, en psychologie ergonomique et en psychologie sociale. Et il y a des approches qui font très mal, nous ont fait très mal pour justement comprendre un peu ce qui se passait, parce qu'elles nous ont encore une fois éloignés du travail réel pour nous donner une représentation complètement tronquée des processus en jeu dans l'adoption des technologies, comme on a avec les risques psychosociaux et comme on a avec l'acceptation des technologies. C'est par exemple l'acceptabilité sociale, c'est des modèles qui sont très répandus dans la recherche, mais aussi chez les intervenants pour évaluer le niveau d'acceptabilité des technologies. C'est important pour une organisation, hein, de voir quand on met en place un outil ou une nouvelle forme de travail, est-ce qu'il va être accepté ou pas. Sauf qu'on utilise le mauvais outil et ça crée beaucoup de soucis parce qu'on serait en capacité de prévoir effectivement statistiquement, quand il y a des chiffres, c'est bon, quoi. On a tout maîtrisé, hein, on peut
agir et pour même intervenir en définissant qui est contre, qui ne comprend pas l'outil pour pouvoir transformer des représentations et le faire accepter l'outil. Donc ça, c'est complètement… Alors moi, j'ai réagi violemment et donc on a créé une autre approche qui est l'acceptation située des technologies qui prend en compte cette fois-ci l'activité. Et l'idée, c'est moins évaluer l'acceptabilité des technologies elles-mêmes que de comprendre l'acceptation des nouvelles pratiques qui peuvent être permises, empêchées ou imposées par les outils. En fait, je ne refuse pas une technologie pour elle-même, mais je refuse le fait que je n'arrive plus à faire le travail que je souhaitais faire, ou que je fais un travail différent, ou un travail moins bien, ou un travail dégradé. Et c'est ça qui est pas acceptable. Donc moi, c'est ça qui m'intéresse. Et ça, c'est la notion d'acceptation située. On discute aussi des conditions d'usage et d'adoption des technologies par les notions, on parle donc d'utilité, d'utilisabilité, d'acceptabilité numérique et d'acceptabilité avec les modèles dont j'ai parlé tout de suite. Et puis, je fais un focus aussi important sur le lien entre les conditions d'usage des technologies et les effets sur la santé au travail. Ou pour le dire autrement, comment l'inutilité et l'inadéquation des outils technologiques renvoient à la propre inadaptation de l'individu au travail, par justement ce sentiment d'inutilité et également d'insignifiance qu'il peut ressentir. Lorsque je n'arrive plus à m'identifier à ce que je suis comme un bon professionnel ou à ce que je fais par un travail de qualité. Parce que l'outil ne me permet pas de bien faire mon travail, parce que l'outil m'empêche de développer mon travail, parce que l'outil ne correspond pas à ma logique. Ainsi, faire mal son travail du fait d'une technologie, c'est penser que l'on est un mauvais, que l'on est mauvais soi-même. Ne pas réussir à faire son travail, à atteindre ses objectifs, à déployer ses critères de qualité, à rater son travail du fait d'instruments inutiles, inutilisables, inacceptables, c'est se considérer ou être considéré comme un raté. Bien sûr, ce n'est pas l'individu qui est faible ou qui est intrinsèquement fragile, ce sont les technologies inadaptées, inappropriées ou dévalorisantes qui l'affaiblissent et le fragilisent. Alors dès lors, une fois que j'ai dit ça, comment agir sur ces outils qui altèrent le travail et comment transformer plus favorablement ces conditions de travail dégradées? Eh bien, paradoxalement, la technologie qui est à la source de ces dysfonctionnements, comme déclencheur ou révélateur, peut aussi en devenir la ressource et la solution. On va à présent le voir, c'est le dernier volet de l'ouvrage et de l'axe d'intervention en clinique des usages, qui porte cette fois-ci sur la perspective interventionniste et transformatrice, et qui voit la technologie comme un levier d'analyse et d'intervention sur l'activité. Du coup, effectivement, moi je considère que la technologie n'est pas seulement un instrument d'action au service de l'activité du sujet, elle peut aussi être vue comme un objet médiateur qui permet d'interroger le rapport subjectif de l'individu à son travail. En d'autres termes, le projet de transformation digitale est le prétexte à une réflexion plus globale sur le travail réel. Le processus d'innovation à l'œuvre peut être l'occasion de mettre en place des espaces de délibération sur le travail qui se fait afin de mieux repenser le travail à faire et surtout de discuter collectivement de la place et de l'apport des technologies dans le travail. Et puis plus globalement des conditions de travail. On l'a vu avec la période qu'on a vécue ces dernières années, suite à la période Covid, où les gens ont été placés à distance dans un travail déjà distant, puis après hybride, et on voit que ce qui était acceptable tout juste quand on était ensemble et que le collectif permet de réguler des dysfonctionnements, il est plus acceptable qu'on se retrouve tout seul derrière un ordinateur. Et donc du coup, il faut changer. Et ben OK, on va, grâce à ça, on va rediscuter avant de l'outil lui-même, mais déjà du travail qui se faisait et qui allait mal. Repenser un travail qui va aller mieux et après, dans un dernier temps, on passera à la place de l'outil dans cette organisation qui va mieux. Mais l'outil nous permet, parce qu'elle déclenche souvent des difficultés, mais plus souvent encore, elle révèle ou elle amplifie les difficultés existantes, qui existaient déjà. Elle met du sel sur une plaie là, qui était un petit peu suppurante. Donc là, effectivement, c'est le moment pour pouvoir se remettre autour d'une table et discuter, parce que l'outil aussi permet de dépersonnaliser, de désindividualiser les conflits, les tensions, même si ça cristallise sur lui plein de problèmes. Mais ce n'est pas tel est responsable d'eux, on va parler de l'outil, puis après du travail, de l'organisation, et là, on va parler des vrais problèmes du travail grâce à l'outil. Ainsi, comme je dis, l'outil serait une sorte de méta-outil qui
ouvre la voie à des controverses constructives sur le travail. S'il faut partir de l'activité pour penser la technologie, hein, c'est la perspective en ergonomie, ben, notre perspective en psychologie du travail, c'est de partir de la technologie pour repenser, alors repenser à deux sens du terme, à l'activité et le projet de transformation. Repenser, c'est-à-dire repenser en termes d'élaborer, de reconcevoir, hein, et puis repenser comme un pansement, repenser, c'est-à-dire de soigner, euh, de corriger le travail qui va mal et qui fait mal. Donc j'en arrive à ma conclusion et j'en aurai terminé. Alors, quelle est la place du psychologue de travail dans ces évolutions et par rapport à ce que je viens d'évoquer, hein, dans ces grandes transformations, comment peut-on envisager notre apport, notre contribution et les, le rôle qu'on peut avoir? Ben, je pense que le psychologue du travail doit veiller au cours de son intervention, d'abord, et ça on vous le dit souvent, hein, mais et vous le vivez souvent, à ne pas être instrumentalisé par l'entreprise dans ses transformations. Il n'est ni un facilitateur, ni un promoteur, et encore moins un évangélisateur au service de l'entreprise, dont la fonction se résumerait, d'une part, à identifier les foyers de résistance au changement technologique, et d'autre part, à convertir ses salariés de peu de foi au brillant projet d'innovation qui a été pensé par l'entreprise. Autrement dit, il ne doit pas être l'idiot utile en charge des basses besognes. À l'inverse, sa fonction ne peut être aussi celui d'un dénonciateur virulent ou d'un contempteur stérile qui ne verrait dans les technologies que la promesse d'une catastrophe annoncée comme une sorte de 11e plaie d'Égypte. Notre rôle n'est pas de faire accepter coûte que coûte et quoi qu'il en coûte ces technologies et ces nouvelles formes de travail, mais bien d'en comprendre les enjeux surtout et les conditions d'implémentation aussi, ainsi que leurs effets potentiels sur l'activité et les salariés, afin de penser globalement et collectivement leur mise en œuvre. Autre chose, notre approche, et c'est sans doute nouveau à mon avis, hein, dans nos démarches par rapport à ces transformations, ça a été rappelé en introduction par Madame Pierrat, elle doit aussi reposer sur une approche plus inclusive et aussi dans une démarche pluridisciplinaire, avec des collaborations multiples. Ça, c'est s'ouvrir aux autres. Inclusive, car il doit associer tous les usagers. Tous les usagers, quand je dis, c'est y compris les usagers à besoins spécifiques, mais on l'oublie trop souvent, mais également tous les acteurs qui gravitent autour du projet de conception, de développement, pour pouvoir qu'ils prennent conscience de ce qu'ils ont pensé, ce qui n'est applicable, bien sûr, au niveau des outils, mais eux-mêmes sont force de proposition, de résolution. Moi, je le vois dans des projets, quand je travaille avec des ingénieurs, avec des informaticiens, ils me mettent des contraintes pour penser l'outil, le développement, qui m'aident aussi à repenser ce qu'ils pourraient faire ou ne pas faire. Et c'est grâce à cette ressource, à ces controverses, à ces discussions et bien sûr aussi aux discussions avec avec les usagers finaux, qu'on a aussi une richesse pour repenser globalement ce dispositif. Mais il faut-il encore, et c'est long, hein, s'aligner cognitivement avec des référentiels communs, et c'est très long. Alors nous, on l'avait fait dans le cadre, par exemple, j'étais responsable quand j'étais à Lyon 2, professeur d'un master recherche avec l'École centrale de Lyon, hein, et des psychologues du travail. Et donc, il y avait au cours de ce master eh bien, des discussions extrêmement fructueuses sur les contraintes des uns et des autres dans la conception de ces nouveaux environnements, des projets de transformation, de nouvelles formes de travail. Et qu'ils arrivaient à s'entendre. Et au CNAM, on a aussi, avec les collègues en ergonomie, eu pour mission de comment essayer d'articuler les sciences pour l'ingénieur, les sciences humaines et sociales pour articuler une vision un peu commune, sachant que les uns ne vont pas remplacer les autres, mais faire appel aux uns et aux autres pour travailler ensemble. Ça, c'est important. Donc, c'est un peu cette articulation qui est nécessaire. Puis, je disais une approche un peu plus pluridisciplinaire, car on doit aussi discuter avec des spécialistes de conception, d'informatique, développement durable, designers, ingénieurs méthode et organisation agile, formation, pour œuvrer ensemble dans la conception d'une solution globale qui vise à la mise en œuvre d'un système de travail capacitant pour effectivement le travail du salarié. Enfin, et je terminerai là-dessus, parce que le travail évolue, on l'a dit, hein, un travail dématérialisé, un travail éclaté, un travail distribué, un travail invisibilisé, un travail automatisé, un travail pris en charge par des systèmes dits intelligents. Bref, nous aussi, on doit évoluer et reconstruire
nos propres méthodes et outils. Pourquoi? Eh bien, d'abord, c'est pour nous permettre à nous de mieux comprendre ce qui se passe, d'avoir accès à ces formes de travail parce qu'on est, dans une approche, encore une fois, située, incarnée du travail, donc on doit être en capacité de rendre compte de ce qui se passe et de comprendre ce travail. Il faut aussi, le voir, il faut s'en saisir. Mais comment le faire quand le travail n'est pas là? Quand le travail est éclaté, nomade, il est fait de manière invisible et cetera. Donc il faut qu'on ait des outils, des dispositifs à mettre en place. Et on travaille aussi, nous, dans cette réflexion-là, par des méthodes où on reprend des méthodes, on applique, hein, comme je disais, je crée pas tout, je reprends, j'ajuste, je développe. Il y a les méthodes de l'objet technique, il y a les méthodes des simulations qui nous permettent de nous approcher du travail et puis de rendre compte de son devenir aussi, hein, de mettre en discussion ce travail. Donc déjà pour nous, développer, mais aussi pour le professionnel, le salarié qui ne sait pas trop euh, qui il sert et à quoi il sert dans un travail insaisissable. Je ne vois pas. Donc c'est un travail tronqué et mon utilité là, dans ce processus-là, il est pas très visible. Donc si vous pouvez donner aussi ce retour et cette visibilité pour aussi lui donner cette capacité d'action et de développement, c'est important. Et puis, dernière chose, pour l'organisation qui, elle, développe, je le disais, des outils sans connaître ce qui se passe réellement au domicile, au travail ou dans des espaces éclatés, et qui, bien sûr, va développer des outils, des méthodes sans avoir ce savoir-là. Et donc, pour toutes ces raisons-là, il nous faut créer, concevoir des nouveaux outils. Voilà, j'ai terminé. Donc, j'espère que grâce à cette, réflexion, en tout cas ces éclairages, vous aurez quelques ressources, hein, pour, comme je l'avais mis un peu dans la 4e de couverture de l'ouvrage, participer à la conception d'un futur de travail qui soit socialement acceptable ou désirable, professionnellement responsable ou souhaitable et humainement soutenable. Voilà. Merci beaucoup pour Merci à ces vous. Alors, c'est le moment de poser vos questions. Alors, n'hésitez pas à les poser dans le chat. En attendant que vous commencez, moi, je vais commencer par une première question et j'aimerais revenir un petit peu sur le rôle d'un psycho du travail dans la conception de ces outils. Alors, pour avoir participé à des sessions de créativité avec des méthodes comme l'UX Design, hein, avec la définition des personas, des conceptions d'interfaces et des tests utilisateurs, et puis des itérations, ou bien du design thinking qui est un peu plus dans la créativité et qui joue avec l'empathie de différents intervenants, je n'ai pourtant jamais vu de psychologue du travail. Et j'aimerais savoir justement si la clinique des usages alors déjà, comment elle se placerait par rapport à toutes ces méthodes et comment un clinicien des usages pourrait finalement intervenir dans ces parties de conception des outils? Voilà. Alors, je vais essayer de répondre très, très rapidement pour donner, si les gens veulent poser des questions, parce que je suis toujours frustré. Moi, j'ai des questions, puis l'intervenant parle beaucoup, beaucoup, et moi, je ne peux pas parler. Donc, je vais essayer d'être assez rapide pour répondre. Pour moi, le psychologue du travail, justement, c'est de porter une critique sur ces outils-là, par exemple. Pour montrer enfin tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils ne font pas. Par exemple, là, nous avons une recherche au ministère de la Justice sur les transitions digitales, les effets sur la santé au travail des magistrats et des greffiers, parce que ça ne va pas bien du tout. Et donc, ils utilisent par exemple des méthodes de design et puis agiles pour concevoir des outils plus adaptés. Et donc, nous, on va voir effectivement dans tout le processus de conception et d'implémentation, là où eh bien, ça pêche, je dis un peu rapidement, euh, sur une insuffisance prise en compte et implication des salariés, où on croit qu'on engage les salariés par ces méthodes de design ou de méthodes agiles. Et en fait, c'est tout le contraire qui se passe. Donc, interroger avec les professionnels, mais aussi avec les concepteurs, voir ce qui n'est pas abordé, à côté de quoi il passe, pour reconstruire des outils, des dispositifs. Et puis après, pareil, dans l'accompagnement, la mise en place avec des cellules de soutien, des managers, et puis après, dans la mise en place à différents niveaux. Donc là, c'est d'interroger, de questionner, pas de les utiliser tels quels, mais de voir un peu leurs limites pour pouvoir mieux, pareil, les ajuster vis-à-vis de ces contextes particuliers, parce qu'on a l'impression que, comme toujours, les outils sont compatibles pour tout et partout. Non, il y a des outils, des méthodes qui sont adaptés par rapport à des activités des métiers et qui nécessitent d'être ajustés. Pour terminer simplement un autre exemple, je m'arrête là. Dans les méthodes, par exemple, de ceux qui utilisent beaucoup les méthodes agiles, preuve que ce n'est pas adapté pour tout et à n'importe quelles conditions. J'ai participé à une soutenance de thèse chez Air France, où les informaticiens clairement disaient que
la méthode agile n'était inapplicable dans ces nouvelles configurations de travail hybride où les gens sont absents souvent. Avec, vous savez, les réunions régulières de suivi d'activité, de réflexion collective, eh ben, ce n'est pas inapplicable. Donc, il faut repenser des méthodes à l'aune de cette configuration de travail. C'est ça qu'on fait. Voilà, je m'arrête là. Ok. Alors, j'attaque. Une question. Comment les nouvelles technologies peuvent fragiliser un collectif de travail et sa santé? Alors, je dirais, alors c'est indiqué aussi dans l'ouvrage, je vous renverrai, mais très rapidement, à différents niveaux. D'abord, en mettant en concurrence les individus les uns avec les autres, c'est-à-dire que l'outil produit des indicateurs qui permet d'évaluer un travail et puis de suivre l'activité. Et puis finalement, les gens se comparent, se confrontent et deviennent des concurrents. Et donc, ne créent plus rien ensemble. Ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est qu'on n'est plus sur du travail collectif. Donc, les technologies instrumentent un travail collectif, mais pas un collectif de travail. C'est-à-dire que c'est des outils qui équipent une organisation d'équipe. C'est ça, un travail collectif. C'est une équipe de travail un peu structurée, coordonnée. Effectivement, ça permet de pouvoir identifier les personnes, de se parler ou de faire des réunions régulières, mais on ne parle pas du travail, on parle simplement où tu en es, qu'est-ce que tu fais. Par contre, qu'est-ce que c'est un collectif de travail? C'est quand on parle du travail, quand on essaye de réfléchir ensemble à ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, à redévelopper des capacités de travail, des valeurs, des règles communes et d'avoir des ressources individuelles. Et là, clairement, ces dispositifs, je ne dirais pas qu'ils ne le permettent pas, mais ils ne peuvent pas, en tout cas, équiper des collectifs de travail qui n'existent pas. Ils peuvent équiper des collectifs qui étaient préexistants, mais quand les collectifs n'existaient pas, et quand on est sur, pour reprendre l'expression de Claude, sur des collections d'individus, des collectifs artificiels, les outils ne servent à rien. Au contraire, ils vont fragmenter les gens et ils vont les opposer. Voilà. Ok, alors question sur je dirais, votre méthode de travail. Comment, dans une intervention, qu'est-ce que vous utilisez pour faire vos analyses? Alors, quand on fait nos interventions, on est vraiment sur une période d'abord immersive, de compréhension du travail, de l'activité. Alors, ça dépend si l'outil n'est pas conçu, ça dépend si l'outil est déjà conçu, a déjà été implémenté, ça dépend s'il y a une reconception du dispositif, ça dépend si les gens sont en souffrance. Enfin, il y a plein, encore une fois, de spécificités de situation. Pour vous dire qu'on n'est pas des consultants, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas avec des solutions toutes faites. Enfin, je crois que ça, c'est important à le dire quand vous êtes. Ça, on essaie de vous faire comprendre dans la formation, mais l'idée, c'est qu'il faut aussi pouvoir construire un cadre d'analyse, un cadre de discussion, des méthodes et des outils en fonction d'un contexte et des besoins, entre guillemets, de ce contexte. Donc déjà, c'est comprendre quel est le contexte, la situation, les besoins, la commande et la demande, enfin voilà, pour après construire des outils alors qui sont d'abord basés bien sûr sur la connaissance et la compréhension de cette activité, et puis après tout dépend effectivement si l'outil est là ou n'est pas là, et qu'est-ce qu'il produit ou pas. Et après on peut accompagner, en tout cas entre guillemets, la conception ou le projet de changement en étant un peu ce que j'appelle ce rôle médiateur entre les professionnels et ces décideurs, ou alors quand on est un outil déjà existant et qui ne marche pas, eh bien, c'est aussi de recréer les moyens alors, peut-être d'un développement d'un nouvel outil, mais encore une fois, peut-être pas d'un développement d'un nouvel outil, mais de repenser plutôt le travail qui se fait et dans un second temps, voir si on a vraiment besoin de cet outil ou d'un outil autre. Voilà. Mais c'est vraiment, encore une fois, une démarche qui est très immersive, compréhensive, située et aussi dans une analyse réelle du travail et puis après d'une mise en discussion collective avec différentes instances au sein de l'organisation. Voilà. Alors, autre question, comment, avec vos doctorants et vos différentes expériences, vous avez réussi à encourager les utilisateurs à échanger et à partager leurs expériences d'utilisation d'outils numériques pour en améliorer justement l'adaptabilité et l'acceptabilité? Alors, attendez, répétez la question parce que je lisais en même temps à côté les commentaires. Voilà, je voulais répondre. Alors, en fait, comment dans vos expériences personnelles et avec vos doctorants, vous avez pu réussir à encourager les utilisateurs à échanger et à partager leur expérience sur l'utilisation d'un outil numérique pour en améliorer l'adaptabilité et l'acceptation? Alors, voilà, encore une fois, on n'est pas là pour améliorer l'acceptation, favoriser ou appuyer sur l'acceptabilité, mais encore une fois, construire les ressources, les conditions d'un outil acceptable. Voilà. Et en fait, c'est toujours pareil, c'est comment les gens peuvent parler de l'usage de ces outils. Enfin, moi, je le vois, je me méfie toujours, même si c'est bien d'avoir une approche un peu, encore une fois, mixte,
pour comprendre les usages, l'activité, les systèmes d'activité. Quand je dis mix, c'est-à-dire de combiner différentes approches. Mais le pire étant de s'arrêter qu'à une approche qui est une approche, par exemple, par questionnaire qui vous permet d'avoir une analyse très globale et générale, mais qui ne permet pas d'avoir ce qu'on vient d'évoquer là, c'est-à-dire l'engagement, l'élaboration, la réflexion sur les usages. Parce que quand vous interrogez les gens, et là, il y a ce qu'on appelle un phénomène de désirabilité sociale, hein, c'est-à-dire que les gens répondent par rapport au statut qu'ils occupent, ce sont des cadres, ou par rapport à la réponse qu'on est censé donner par rapport à l'étude, parce que vous êtes bien sûr dans une organisation, ou encore parce que ils disent ce qu'ils pensent faire, mais pas de ce qu'ils font réellement. Et donc, quand on les interroge sur ces dispositifs, sur leur usage, leur expérience, tout va bien. Voire même dans les entretiens, tout va bien. C'est super. Et alors, on sait que ça ne va pas. Par exemple, vous mettez en place un workflow, un ERP, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Et pourtant, les gens vous disent c'est super. Par contre, quand vous allez sur le terrain avec eux et vous leur commencez à dire tiens, explique-moi un peu ce que tu fais, comment tu travailles, montre-moi. Décris-moi ce que tu fais et comment tu fais quand. Et là, subitement, tout ne va pas bien. Déjà, vous voyez plein de post-it autour de l'écran. Des fois, vous avez les gens qui se prennent la tête, qui vont interroger d'autres gens, qui s'arrêtent. Et là, subitement, le travail ne se fait plus. Et donc là, il y a une expérience. Et là, vous discutez effectivement avec eux pour comprendre un peu ce qui se passe. Après, on a ce qu'on appelle des, donc ça, c'est un peu des méthodes directes, puis on a des méthodes indirectes, c'est-à-dire qu'on va parfois aussi filmer les gens, des méthodes indirectes, hein, avec l'autoconfrontation. Alors ça peut être aussi des caméras, comme on avait des personnes mobiles, on ne peut pas les suivre, donc on leur demande de porter des caméras subcam, hein, des caméras dans les lunettes, pour voir leur point de vue. Donc quand ils utilisent par exemple un smartphone, des logiciels, ou alors on capte aussi les informations sur les écrans. Et puis à distance, on utilise aussi des photos, c'est-à-dire qu'ils prennent des photographies, là, sur le travail nomade, par exemple, une nouvelle forme de travail. On leur demande de prendre eux-mêmes des photos qui incarnent ou qui reflètent des problématiques dans leur travail, des difficultés ou quelque chose qui s'est passé qui pose problème, pour après le mettre en discussion avec eux et avec l'équipe, et de retracer un peu. Il y a la méthode des incidents critiques, enfin, il y a plein de dispositifs dont on se sert, nous, pour s'approcher de ce réel du travail, qui nous est, encore une fois, un peu difficilement accessible. Voilà. Ok, une question encore. Comment arrivez-vous à justement embarquer les informaticiens avec vous, psychologues du travail? Alors, on a la chance, et ça, c'est vrai que même dans une entreprise, hein, je voyais quelqu'un qui disait: «Mais les consultants ne proposent pas que des solutions toutes faites». Oui, je suis un peu virulent, mais je ne parle pas des psychologues qui sont formés à l'approche en sciences humaines et sociales, en ergonomie ou en psychologie. Je sais bien que les consultants ont cette approche. Quand je parle de consultants, j'aurais dû être plus nuancé. Je parle des consultants des grands groupes, de grands groupes Capgemini ou autres, parce que je connais très bien leur manière de fonctionner, puisque quand je vous disais j'étais responsable d'un master avec l'École centrale de Lyon, ils embauchaient massivement nos étudiants dans ces gros cabinets qui vendaient à prix d'or, et donc avec des solutions toutes faites. Et là, je sais de quoi je parle. Bref. Donc du coup, pour en revenir, alors nous, on a la chance d'être dans recherche-intervention. C'est-à-dire que c'est quoi une recherche-intervention ou une recherche-action? C'est où nous avons à la fois l'objectif de produire de la connaissance, un savoir scientifique, mais aussi pour comprendre et puis pour produire un savoir qui peut être réutilisé par ailleurs, mais aussi de transformer une réalité. Et les sujets sont à la fois des acteurs, mais aussi les destinataires de notre recherche. C'est-à-dire qu'ils participent à la recherche, hein, en étant des sujets d'observation, des partenaires dans des réflexions, mais aussi les destinataires des propositions. Donc ça, c'est dans des projets assez longs. Et donc souvent, c'est à la demande. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui allons solliciter les entreprises. Ça peut être le cas, mais c'est rarement le cas. C'est plutôt eux qui viennent vers nous parce qu'ils ont des projets, par exemple des startups, des grosses entreprises ou des laboratoires de développement, de déploiement de dispositifs ou d'innovation, vraiment de technologies émergentes qui n'existent pas, sur de l'IA, sur des robots, sur des choses comme ça. Et donc, dès le départ, le deal, c'est de dire on n'est pas un prétexte A. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour je dirais, vendre une bonne image, ou parce que vous mettez des psychologues du travail ou des ergonomes ont été associés et que c'est le label. C'est que nous, on participe concrètement, c'est-à-dire qu'on va avoir des méthodes, des approches, et on va redéfinir peut-être, on va s'opposer aussi à certaines fonctionnalités, à certains déploiements, et il faut l'accepter. Alors parfois non, puisqu'on a des tensions, ils ne comprennent pas, mais comme je disais, parfois c'est très constructif, et pour moi, ça me permet aussi d'avoir d'autres approches, de réfléchir aussi autrement
aux dispositifs, aux problématiques que ça pourrait avoir. Et on agit, hein, par exemple, on a travaillé avec 2 entreprises, quand j'étais à l'université de Lyon, un projet qui se finit il y a 2 ans, ce qu'on appelle un FUI, c'est un projet industriel scientifique. Donc c'est un gros projet, sur le développement d'un serious game à base d'intelligence artificielle. Et ben, on a agi. Alors on était une équipe avec des doctorants et des postdocs, pour essayer d'essayer par une méthode, on a développé une méthodologie, hein, d'analyse rétrospective de l'activité. Alors c'était pas prospective, mais c'était rétrospective de l'activité, pour essayer de comprendre un peu les conduites, les comportements dans les conduites de changement, hein, voilà, mais les comportements en termes d'activité, et pouvoir les implémenter dans le moteur de l'intelligence artificielle. Et donc, ils ont pris en compte totalement nos propositions, nos suggestions pour construire quelque chose. Et en plus, on a mis en œuvre, c'est parce que l'outil, c'est un outil, mais une démarche, d'analyse, un peu réflexive à partir de l'expérience vécue dans le serious game. C'est-à-dire en quoi cette expérience que je vis dans le serious game, elle peut être transposable et me faire réfléchir à ma propre activité dans le vrai travail. Et c'est ce qui a été le plus important, c'est ça finalement. C'est-à-dire qu'eux, ils ont repris ça, ils l'ont vendu et ça a été quelque chose qu'ils ont utilisé dans les entreprises. Donc oui, on a des effets, on arrive à partager parce qu'encore une fois, on a un statut, peut-être une durée qui nous permet d'avoir cette relation et cette écoute. Ce serait peut-être différent dans des projets. Mais je sais que dans des entreprises, hein, les collègues en ergonomie, en psycho du travail, le font et ça se marche très bien aussi, hein. Ouais, ça peut. On a une remarque d'une personne qui pense aussi à l'exclusion progressive des personnes qui ont besoin d'aménagements raisonnables, des personnes qui ont des surdités, des problèmes de cécité ou qui ont des troubles cognitifs, et qui évoque son expérience dans l'entreprise où il intervient, où il raconte que les outils et les environnements produisent eux-mêmes des inaptitudes et que les demandes qui sont faites à l'égard des psychologues du travail l'amènent à se cantonner à de la prévention tertiaire, voire quaternaire. Alors, Louis, si vous voulez bien préciser peut-être la question que vous avez mise après pour que ça soit peut-être plus clair. Bon, il semblerait que Louis soit parti, soit… En tout cas, moi, j'ai vu toute une partie de votre ouvrage sur cette question, sur ces questions-là de la Ouais. technologie versus, dans les cas de personnes avec des déficits, quels qu'ils soient. Est-ce que vous pourriez détailler un peu ces choses-là et pourquoi le psychologue se retrouve du coup dans cette position de préventeur tertiaire quaternaire, quoi. Alors, du coup, c'est vrai que la technologie, quand on parlait entre autres promesses et réalité, hein, elle avait cette promesse, elle a toujours cette promesse, j'espère, de rendre possible des développements ou des réhabilitations chez des personnes, c'est-à-dire chez des personnes empêchées, donc privées de capacités d'action, de compréhension, d'interaction avec leur environnement, du fait des déficiences dont vous avez parlé. Eh bien, ça pouvait donner redonner des capacités d'action, d'agir, heu, par rapport à des outils, des assistants technologiques, hein, ou des systèmes qu'on appelle des NBIC, enfin bref. Sauf que donc, ces outils, ce qu'on appelle l'accessibilité numérique, heu, eh bien, n'ont pas été pensés, ou en tout cas sont peu pensés pour ces personnes à besoins spécifiques. Et donc moi, ce que j'appelle un plafond de verre numérique, c'est-à-dire que c'est pas visible pour nous, mais c'est visible, et ça crée des empêchements pour ces personnes qui, doivent repasser à nouveau par d'autres personnes, être dépendants d'autres personnes pour réaliser des activités, des tâches qu'ils faisaient autrement. Et puis parfois aussi, non seulement ils peuvent pas faire, mais ça dégrade, et ça les met aussi en situation, de fragilité. C'est-à-dire que ça crée, soit, une plus grande, un plus grand sentiment d'inutilité, parce que j'arrive pas à utiliser l'outil ou de faire le travail qui m'est demandé parce que le système n'est pas accessible par rapport à mes fragilités. Et ça renvoie vis-à-vis de ma propre personne, un sentiment, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, de propre inutilité, d'insignifiance dans le travail. Heu, donc effectivement, il faut repenser globalement ces outils parce que s'ils sont bien faits,
je pense que pour des personnes avec des déficiences visuelles, auditives, motrices, ça peut être des outils qui peuvent remettre aussi ces personnes dans le cadre de l'activité, mais développer aussi des compétences et des savoirs. Voilà. Mais en l'occurrence, enfin, on est loin, c'est loin d'être le cas, quoi. Au contraire même. Luis Carlos, vous vouliez compléter? Oui, donc bonjour à toutes et tous. Merci Monsieur Bobillier-Chaumont. Et en effet, dans l'intervention, l'idée est justement de rentrer par le biais de l'accessibilité dans tous les projets qui nous sont proposés, que ce soit les projets numériques, les réorganisations, les déménagements, et de le faire par le biais de l'accessibilité, justement. Et c'est une voie qui nous est possible, justement, pour, en effet, ne pas être menacé soit par le sentiment d'impuissance, voire pire, les passions tristes, et pouvoir, en effet, pouvoir agir dans le sens des transformations. Voilà, ça c'est l'idée générale qu'on a trouvée pour pouvoir adresser les changements, les modifications, les propositions qu'on peut proposer à l'employeur, puisque ce qui peut profiter aux personnes qui en ont le plus besoin profite au plus grand nombre, puisque l'accessibilité, ça peut concerner en effet, on peut le voir du côté du handicap, mais ça peut aussi concerner au quotidien un collaborateur qui revient de voyage avec sa valise, une femme avant un congé maternité, un salarié qui doit se déplacer avec son ordinateur. Et je trouve que, en tout cas, par cette voie-là de l'accessibilité, en prenant en compte justement le besoin de ceux qui en ont le plus besoin, ça a été pour nous, en tout cas, un moyen de développer le pouvoir d'agir. Tout à fait. On avait aussi une autre question qui me fait, moi, rebondir aussi sur une autre, disons une remarque. C'est une personne qui demandait si votre titre concernait, est-ce la psychologie du travail ou le travail qui est digitalisé? Et du coup, ça m'a vraiment amené à me dire, effectivement, pendant la crise Covid, on a été amené en tout cas en tant qu'étudiant, à fonder, enfin à s'approprier un geste métier par l'outil numérique, ce qui n'est pas forcément quelque chose dans lequel on s'était projeté. Voilà, qu'est-ce que C'est vous une auriez très à bonne dire sur ce question parce que je sujet? n'y ai pas du tout pensé, hein, merci. C'est vrai que pour moi, en l'écrivant, enfin en l'écrivant, déjà le titre, comme souvent, vous savez, qu'il était pour être dans la confidence, hein, le titre, qui l'a défini? Alors, c'est pas pour me défoncer, c'est pas moi, hein, c'est l'éditeur. Parce que moi, j'étais arrivé avec un autre titre et eux l'ont proposé en psychologie très digitalisée. J'ai dit: «Oui, tiens», puis au début, j'étais un petit peu sceptique et puis plus je le lisais, je dis: «Ouais, c'est bien», parce qu'effectivement, ça montre aussi que c'est, encore une fois, un peu dans les arguments que j'ai donnés en introduction, la nécessité peut-être, encore une fois, c'est pas pompeux, hein, ce que je veux dire, mais de revoir, en tout cas, de réinterroger, voilà, nos approches, compte tenu de ces nouveaux enjeux. Alors, est-ce que c'est la psychologie digitalisée du travail ou la psychologie du travail digitalisée? C'est vrai que, je serais un peu de votre avis, c'est un peu des 2. Enfin, parce que quelque part, faire le travail, enfin, dans nos approches en psychologie, dans ce rapport, compréhensif, incarné, subjectif, et ben, il est interrogé aussi, dans un rapport à distance. Là, j'ai un doctorant, qui travaille par exemple, alors là, il fait vraiment une thèse en clinique de l'activité, et donc il a fait plein d'entretiens et donc d'autoconfrontation au croisé simple à distance. Et donc il regarde aussi en quoi, c'est cette forme d'analyse du travail, de psychologie, du groupe, hein, pourrait-on dire, en tout cas de réflexion collective, d'élaboration collective, en quoi, elle a été, altérée, ou peut-être que des choses dont on n'avait pas pensé ont permis d'éclore,
et des gestes aussi, lui, aussi, il s'interroge sur lui, qu'est-ce qu'il a fait ou ne pas fait, qu'est-ce qu'il a pu produire ou pas en plus. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça nous oblige, nous, à revoir aussi des méthodes et des approches, mais à s'interroger aussi sur ce qu'on peut faire ou pas faire par ces méthodes et des outils directs, indirects, intermédiaires. Donc c'est vrai que c'est une psychologie digitalisée du travail, qui interroge nos propres pratiques, je suis d'accord, mais c'est aussi une psychologie du travail digitalisé, où le travail se digitalise, et nous, on doit aussi encore une fois, dans notre objectif, hein, c'est comprendre pour transformer, transformer pour comprendre, mais comprendre d'abord et le développer. Donc, c'est un peu voilà, avoir une approche, une compréhension de ce travail digitalisé. Mais ça va dans les deux sens. Ouais. Très bonne question. Il y avait une autre question aussi. Ne sommes-nous pas en train de déposséder ainsi le travailleur d'un savoir pour un autre savoir et le rendre dépendant à ces technologies? Bah, c'est Il me exactement semble ça, que c'est c'est. ce qu'on dit. Voilà, oui, oui, ça, je suis d'accord. Surtout dans des technologies. Alors, même dans les technologies, on parlait d'accessibilité. Hein. C'est juste qu'on voit, nous, quand on met en place des technologies pour des personnes, parce que moi, je fais une psychologie de l'activité, et dans l'activité, il y a des activités domestiques, socio-domestiques et du travail. Et par exemple, on développe des technologies pour le maintien à domicile des personnes très âgées ou des personnes en situation de handicap. Et toute la réflexion, c'est de dire jusqu'où on peut aller dans le soutien et l'accompagnement de la personne fragilisé. C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment donné, la personne ne passe pas que par l'outil? Alors, on parlait de dépossession d'un savoir-faire, d'un savoir-être, de connaissances, et puis aussi d'une autonomie, où une ne fait rien, ça on le voit. Hein. Je disais la place, on réfléchit à la place et au rôle de la technologie. Ne pas le mettre, ne pas que la technologie soit trop efficace, quelque part, pour que le développement de l'activité soit réfréné. Finalement, que ça passe, que tout ce que je fais passe par l'outil. Et que ce n'est pas une autonomie qu'on crée, mais c'est une dépendance par rapport à l'outil. Et là, c'est vraiment des questions qu'on a en tête. Et on essaie justement de développer des méthodes, et c'est toute la difficulté, ouais, de prospecter le devenir de l'activité, de dire qu'est-ce que va devenir cette activité avec cet outil. Est-ce que ça va développer la personne, ça va lui permettre de faire plus de choses, mieux les choses, comme je disais, bien les choses ou pas. Et puis tous les petits à côté. Alors, je peux vous en raconter, hein, tout ce qu'on a vu, vous lirez, mais c'est assez exceptionnel de voir que l'outil tel qu'on l'avait pensé, a priori par les informaticiens et sans notre avis, et là la psychologie du travail est essentielle, et quand on met en place des dispositifs qui permettent de voir, on voit que l'outil crée des, des situations où le remède est pire que le problème. C'est-à-dire que la technologie crée des problèmes qu'on n'avait pas du tout imaginés, et que ça dégrade la vie de la personne, ça crée des soucis qui faut absolument s'arrêter, quoi. Et du coup, il y a des conflits, oui. Alors, vous m'arrêtez si jamais vous avez expliqué, mais vous avez parlé de la reprise de la main sur le script dans les centres d'appel par les. Alors, je ne sais pas si vous l'avez développé après, parce que moi, j'étais concentrée sur d'autres choses, mais il me semble que non. Oui, c'était Donc sur le voilà, droit d'agir. Je parlais du pouvoir d'agir, voilà, le droit d'agir. c'est En ça. fait, c'est des collègues, Corinne Ribert, Van der Wert et Vincent Grosjean de l'INRS, l'Institut national de recherche sur la sécurité, qui ont fait beaucoup de travaux sur les centres d'appel. Et donc, on est dans une activité empêchée avec des systèmes technologiques qu'on appelle les systèmes infonormatifs, c'est-à-dire qui prescrivent le travail à faire et qui évaluent si le travail a bien été fait. Donc, c'est la force de ces outils par rapport justement au prescrit au travail. C'est pour ça qu'on les organisations investissent massivement dans ces technologies, parce qu'on peut suivre, évaluer en temps réel tout ce que fait l'individu, tout ce qu'il ne fait pas, y compris rendre compte d'un travail qui auparavant était invisible et inaccessible. Par exemple, là, on parle, on discute ensemble, mais s'il y avait un responsable, il ne peut pas savoir. Dans une réunion, si on était 150, voilà, il dit, tiens, qui a parlé, qui a été le plus productif en termes d'idées créatrices, des questions un peu originales et pertinentes. S'il n'est pas là, il peut pas le voir, et puis on ne peut pas le dénoncer, quoi. Mais avec Zoom, par exemple, quand je dis « il rend compte d'une situation », donc c'est ce système informatique qui rend compte d'un travail, eh bien Zoom, il a la capacité de rendre compte, c'est ce que faisait durant la période Covid, hein, à l'entreprise, sous forme d'histogramme, non seulement le nombre de réunions auxquelles vous avez participé, mais le nombre de fois où j'ai pris la parole. Et donc, on disait à chaque fois, voilà. Et donc, je suis responsable, donc je vois si la personne participe aux réunions, mais il intervient. Et donc, je peux évaluer quelque chose qui était inqualifiable avant par Mais ce n'est pas pour autant que je parle beaucoup, je dis beaucoup de choses intéressantes. Hein. Je
peux dire beaucoup de choses inintéressantes comme j'ai fait jusqu'à présent. Puis j'ai pu prendre la parole une fois et ça a été le truc qui a déclenché une réflexion très stimulante. Donc on voit que ces indicateurs ne révèlent pas le vrai travail. Bref. Et donc par rapport au centre d'appel, pareil, quoi, on a des systèmes très prescriptifs qui disent ce qu'il faut dire ou ne pas dire. Et surtout, même donc il y a une dépossession par du savoir-faire, mais même du savoir-être. C'est-à-dire qu'on a des scripts qui disent il faut lever la voix ou descendre la voix. Il faut mettre des silences pour être encore plus influent, heu, persuasif auprès de la personne. Mais le problème qui se pose, c'est qu'on est dans une parole empêchée parce que vous faites alors des fois, comment l'outil, on le disait tout à l'heure, crée aussi des conditions de dégradation du travail. Parce que quand vous avez un problème face à votre ordinateur et vous appelez le centre d'appel pour résoudre un problème de connexion, eux ici veulent le script d'appel et ils vous disent à chaque fois, bah voilà, vous avez fait ci, c'est ça. Donc, allez faire ceci, vous me rappelez, ça ne va pas. Et quand vous rappelez, vous retombez sur une autre personne qui va dérouler le même script pour aller jusqu'au bout. Et vous allez dire, mais attendez, vous m'emmerdez, quoi. Ça fait 3 fois que je raconte la même chose. Et la personne, elle est obligée de suivre le script et ne pas déroger à ce qui a été défini. Mais il subit une agression, c'est une violence externe qui n'est pas liée à sa personnalité, mais qui est liée à l'outil qui induit un comportement et une conduite très normative vis-à-vis de la demande du client. Donc ça crée des conflits. Et donc les gens en avaient marre, quoi. Alors, ça crée des conflits avec les clients qui ne voyaient pas leurs problèmes résolus, ça crée une tension et une impossibilité d'agir chez le conseiller clientèle qui ne pouvait pas dire ce qu'il voulait dire. Et donc on lui a dit, bah, écoute, on va donner un droit d'agir par rapport à un système très prescriptif, c'est-à-dire qu'on ne va pas te le donner tout le temps, mais 1 ou 2 fois dans ta journée, parce qu'il y a des gens qui attendent derrière, hein. Plus vous parlez, plus les gens attendent et plus ils seront irrités eux-mêmes. Mais on va te donner la possibilité d'appuyer sur un bouton, ça libère le script et tu reprends la parole, tu parles comme tu veux et ça te donne un temps un peu plus libre et tous tes appels qui sont derrière vont être redistribués aux autres. Et comme ça, tu as l'impression effectivement d'aller au bout de ce que tu voulais faire pour répondre véritablement au client et ça a du sens. Du sens en termes de voilà, j'ai agi et j'ai eu une réalisation. Et après, on revient au processus. Donc, c'était un peu le compromis d'action qu'on avait trouvé. Et pareil, je parlais des systèmes des banques, c'est ce qu'on avait fait, nous, qu'on avait travaillé avec les banques sur des systèmes mandatory, hein, donc des systèmes très prescriptifs qui sont obligés. Parfois, on est obligé d'avoir des systèmes prescriptifs, hein, c'est dans le système bancaire ou dans les systèmes de contrôle de processus nucléaire, on ne peut pas faire n'importe quoi, l'outil est là pour rappeler les règles. Voilà. Merci. Alors, j'ai Aurélien qui s'interroge sur l'endroit où on peut trouver les articles issus de vos interventions terrain. Alors moi, j'aimerais juste faire une petite note pour faire la promotion de votre livre, c'est que dans votre livre, il y a déjà beaucoup d'exemples de vos expériences terrain. Il est très, très riche là-dessus, mais je vous laisse rajouter où est-ce qu'on peut trouver d'autres informations. Ouais. Alors, d'abord sur les articles. Alors, si vous allez sur ma page internet, site internet du CNAM, tous les articles, communication, ils sont disponibles. Il y a d'autres ouvrages aussi où je ne parle pas de tout, hein. Il y a par exemple les méthodes, j'ai écrit un autre ouvrage avec des collègues ergonomes, sociologues qui sur les transformations digitales à l'épreuve des activités. Et donc, là, c'est vraiment très riche aussi. Et là, vous pouvez trouver, alors il est à 10 € par exemple, il n'est pas cher, hein, 9,90 € en digital. Pareil, des suppléments des articles. Et puis, tous les articles qui sont téléchargeables, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien et ça vous renvoie aux articles. Donc là, je vais simplement, donc c'est accessible, mais c'est vrai que l'ouvrage donne déjà un peu, sans pouvoir faire une promotion. Mais je voulais aussi rebondir sur un des commentaires. C'est vrai, comment embarquer les informaticiens quand on est psychologue, parce que c'est vrai qu'ils voient que l'aspect psychologique, et je n'avais pas compris la question, je suis désolé, hein, par rapport à ça. C'est vrai que ce n'est pas évident, et je pense encore une fois que quand vous parlez, et c'est toujours pareil, alors ils sont sensibles aux facteurs humains, à l'activité, aux usagers, à la conception. Donc avoir des mots-clés qui résonnent, c'est ce que je disais, c'est se trouver des référentiels communs. Parce que si vous arrivez avec psychologie, c'est toujours pareil dans l'imaginaire, c'est la souffrance, c'est la difficulté individuelle, on ne voit pas trop. La psychologie du travail, c'est aussi voilà, agir sur le travail, pour reprendre les célèbres expressions de Yves Clos, hein, soigner le travail et pas les individus, mais en tout cas agir sur un travail et sur les conditions de travail et sur les moyens de travail, sur la qualité du travail dont les technologies font partie. Et donc nous, on participe à ça. Et c'est comme ça qu'on peut, parce que si vous développez des outils qui ne permettent pas aux gens de bien travailler ou qui ne sont pas
je dirais, en capacité de développer leur activité, leur métier, eh bien là, vous allez à l'encontre. Donc, nous, on essaie de réfléchir avec vous, pas contre vous, hein, ce que je disais, mais avec vous, avec les usagers, pour quelque chose qui est global. Et là, encore une fois, c'est rien de nouveau dans ce que je dis, hein. Les ergonomes le font depuis X temps. Donc, encore une fois, je vous disais, hein, je m'appuie sur différentes approches pour avoir quelque chose qui articule différentes réflexions. Mais là, les ergonomes le font très bien. Pourquoi nous, on ne pourrait pas le faire? C'est simplement ça. Justement, je vais me permettre de rebondir. Alors, vous avez mis en place une unité d'enseignement et qui parle beaucoup justement de la clinique des usages dans le cursus de psycho du travail. Mais est-ce que vous envisageriez de faire une formation à destination de toutes ces personnes avec qui nous pourrions travailler, chargés de projet, consultants, responsables marketing, pour justement leur permettre de s'approprier un peu cette idée et de mieux travailler avec nous, et je dirais peut-être même de ne plus avoir peur de nous? Ah! Alors on le fait un peu, quand des entreprises ou des structures me demandent d'intervenir, et donc j'ai pour souci, de montrer que un peu, enfin, ce que je dis dans des concepts, des notions, des approches, l'autre vision à avoir, et encore une fois, ce qui me semble, enfin, ce qui me semble parfois une banalité, hein, j'ai honte parfois de le dire, on a l'impression qu'on réinvente l'eau chaude. C'est-à-dire que c'est pour ça que je disais la sensibilité, la formation, l'approche qu'on a, elle est à milieu de ce que peuvent avoir, bah, effectivement, des gens du marketing, des gens des systèmes informatiques, voire des directeurs, parce que, bah oui, on n'a pas pensé à ça. Alors qu'encore une fois, je le disais, les disciplines, des sciences humaines et sociales, l'anthropologie, la sociologie, l'ergonomie, nous, ça fait longtemps qu'on propose ça. Donc, il y a oui, d'informer, de communiquer, on le fait, on déploie. Alors parfois ça marche, c'est-à-dire que, par rapport à ces formations ou cette sensibilisation qu'on fait, eh bien, ils font appel à nous pour des thèses, pour des interventions, pour les accompagner. Ça a été, le ministère de la Justice, par exemple, ça a été ça. Donc là, il y a une thèse, je vous disais, sur les transformations digitales. Ça a été vrai chez Orange sur l'hyperconnexion, la déconnexion au travail, avec toutes les conséquences sur. Alors pareil, dans l'ouvrage, on parle des syndromes psychologiques avec l'hyperconnexion, les télépressions, enfin tout ça. Et donc, comment essayer de rendre compte du travail qui se fait à l'extérieur, parce que l'hyperconnexion, la surconnexion, par exemple, ils sont confrontés à ça, mais on ne peut pas l'évaluer puisque ça se passe en dehors du travail, Mmh. dans le milieu personnel. Donc, comment rendre compte de toutes ces perturbations qui vont affecter, qui vont hyper solliciter les professionnels ils sont en vacances dans une famille. Donc on a dû, pas inventer, mais adapter une démarche qui est la méthode du théâtre forum, par exemple, pour essayer de rendre compte de toutes ces activités, situations à l'extérieur, de les mettre en discussion au sein d'un collectif pour redéfinir des règles collectives dans l'usage des outils pour pas qu'on soit en surconnexion, et cetera, et cetera. Oui, oui, des fois on a des choses, et puis des fois, je vous le dis, on a des demandes qui sont plutôt opposées. C'est pas venir, expliquer, un peu les risques ou les orientations, mais c'est plutôt venir simplement, présenter tout le bien des technologies pour pouvoir pousser le projet. Bah, là, non. Bah, non. Alors, j'aimerais savoir s'il y a d'autres questions. Alors oui, il y en a une. Qu'est-ce qu'un psychologue du travail clinicien des usages peut apporter de différent par rapport à un ergonome intervenant sur le même champ? Mmh. Je pense que ce serait une approche, c'est vrai, moi je suis, pour ça que à la fois je suis un peu mal à l'aise et non, parce que moi j'ai une double formation en psychologie du travail, en ergonomie. Où, voilà, je vois bien les tenants et les aboutissants. Peut-être que, il y aurait un peu cette perspective développementale, quoi. Puis les ergonomes diront: «Mais nous, on parle d'environnement capacitant, donc qu'est-ce qu'il y a de Mmh. différent, quoi?» Et puis peut-être une approche plus systémique et globale, avec l'idée aussi, d'une vision un peu plus prospective. Mais encore une fois, quand je dis ça, les ergonomes me diraient: «Mais nous, on fait aussi ça». Heu, c'est sûr, ouais. Et j'ai du mal un petit peu à, parce que pour moi, on est sur des démarches d'approche enfin, encore une fois, et puis dans les ergonomies, il y a plein de sous-disciplines en ergonomie, hein.
l'ergonomie de la conception, l'interaction machine, de la programmation, de l'activité, de l'ergonomie physique. Donc, vous avez plein de… Mais je me retrouverais plus dans une ergonomie de l'activité, de la conception, par exemple, avec certains points, mais moins d'autres. Voilà. Mais, et peut-être qu'en plus aussi, on a encore une fois cette idée, dans cette approche qu'on a, nous, une vision un peu du rapport subjectif. C'est-à-dire qu'il y a aussi cette réflexion sur des éléments liés à- à la projection de l'individu, à la manière dont on, lui, il crée, il innove dans le travail, il retrouve aussi des choses pour se développer lui-même. Et ça, on l'aurait moins dans l'ergonomie. Moi, j'aurais encore une question. Vas-y. Vous montrez en fait que la mise en place d'une nouvelle technologie peut être un facteur déclenchant de problèmes de santé au travail dans les organisations. Du coup, en tant que psychologue du travail qui intervient et qui répond à une demande qui ne porte pas forcément sur la technologie en tant que telle, du coup, je me dis que même si on n'est pas forcément formé à la clinique des usages spécifiquement, il me semble qu'il y a quand même à un moment donné une réflexion à avoir presque un peu systématique de se demander quelle est la part de la technologie dans ce problème. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et du coup, c'est comme si c'était un outil qui était indispensable pour nous, quoi. Ouais. Non, alors, enfin, je ne sais pas quand vous parlez d'outils indispensables pour nous, quoi, l'approche en Oui, clinique. l'approche en clinique des usages, outils. Non, alors, Oui. ça, je vous rassure tout de suite, hein, c'est ce que je dis aussi aux élèves, hein, et je les rassure, ce n'est pas d'être formé qui va vous… Je pense que vous avez les outils dans cette approche, encore une fois, incarnée, située, écologique de l'activité. Dès lors que vous avez compris un peu comment ça se passait, vous avez une capacité d'analyse qui est reproduisible dans différents contextes. Et dans ces Mhm. contextes, ça peut être des contextes médiatisés, ça peut être une nouvelle forme de travail, ça peut être de nouvelles organisations. C'est très ouvert. Par contre, là où, encore une fois, je ne suis pas un clinicien d'activité, donc je peux me le permettre, hein, mais ce que je dis, ça pourrait être critiquable avec mes collègues du CNAM. Je pense que, et c'est ce que je disais dans ma conclusion, il faut avoir aussi pourquoi on accorde le fait que les salariés élaborent constamment dans le travail, et cette métisse, cette créativité dans le travail, parce qu'on sait que le travail est contingent et complètement imprévisible. Et pourquoi nous, on n'inventerait pas et on ne développerait pas des outils par rapport aux situations, comme j'évoquais tout à l'heure, qui sont toujours nouvelles et différentes. Il faut pouvoir appréhender. Parce que aussi, dans cette approche en clinique de Ouais. l'activité, on sait le cadre, qui est Mm. très déterminant et structurant. Et je pense, et je vous le dis, et je sais que je serai critiqué, tout ça, qu'on peut aussi, c'est là, aborder, développer des outils pour appréhender, parfois quand on est bloqué, et vous serez bloqué dans la compréhension de situation, parce que ça ne marche pas, les outils classiques. Donc c'est là où on doit aller chercher ailleurs. Et l'idée de cette clinique d'usage, ce n'est pas d'imposer un cadre, c'est des ressources. C'est de se dire, bah, tiens, comment mettre, comme moi je l'ai compris encore une fois, face à des situations où je vous disais j'étais un peu bloqué, je n'arrivais pas à saisir, comment mettre un mot, un terme, et donc un terme c'est aussi ou un mot, un concept, c'est aussi un instrument à penser sur des réalités que je vois pour pouvoir agir dessus ou pour pouvoir aussi les partager avec les personnes. Et c'est ça, c'est ni plus ni moins que ça. Mais ce n'est pas une méthode, effectivement, ça pas au sens de la clinique d'activité, c'est plus des ressources que chacun peut s'approprier, peut développer, peut ajuster aussi selon ses besoins. Alors, il y a deux dernières questions qui sont arrivées. Je ne suis pas sûre qu'on puisse traiter les deux, donc désolée, c'est plouf plouf. Quelle définition pour la simulation? Est-ce au sein de la clinique des usages une méthodologie, une méthode, une possibilité d'action en intervention? Alors, c'est une méthode, hein. On a un séminaire qu'on co-anime avec Maria Yaneva qui s'appelle TIT, Technologie, Activité, Espace. Et la semaine dernière, on a eu deux intervenants, l'un sur la simulation de l'activité, l'autre sur l'objet technique. Alors moi, je vous invite à lire un ouvrage qui va sortir prochainement, auquel on a contribué, nous, avec mes doctorants. C'est la méthode de l'objet technique, qui est un outil hyper puissant,
L'idée, c'est de partir de la technologie ou d'un objet technique. Enfin, ça peut être un objet technique, mais c'est une technologie, mais ça peut être un objet n'importe. Pour pouvoir déconstruire et reconstruire le travail, l'activité. Et on l'utilise, nous, pour justement essayer de comprendre, par exemple, l'activité à distance. Quand le travail n'est pas visible, l'activité de reconnaissance et de connaissance au travail. Et on passe par Teams et on voit tout ce que ça fait, toutes les activités de mise en scène, situation, c'est très puissant. Donc, hein. Et donc ça, c'est un ouvrage qui va être coordonné par Thierry Gobert, Sabrina Roy, que vous avez déjà eu, vous en avez déjà peut-être parlé, et Bruno Cuvillier, donc il va sortir, je pense, dans 4-5 mois chez Octares. Donc c'est vraiment un outil très, très puissant et intéressant qui est utilisé dans différents domaines, la santé au travail, les transformations, l'organisation, la formation. Et puis la simulation, eh bien, c'est Laurent Van Bellingen, qui est un ergonome, qu'on avait invité, et qui est une méthode, et qui, pareil, qui existe depuis assez longtemps, mais qui, lui, l'utilise constamment dans ses approches, dans ses interventions, pour justement montrer, donner une visibilité à un travail invisible, mais aussi essayer de construire le futur du travail avec les différents acteurs. Et nous, on l'a utilisé aussi dans la mise en place de technologies innovantes et émergentes, et ça marche très bien. Et lui, alors pas seulement au niveau de la recherche, mais lui, l'intervention, il utilise constamment ça, sur des processus, etc. Donc, je vous envoie à le lire. Enfin, moi, je le cite, je crois, dans l'ouvrage, ou en tout cas, il a écrit un chapitre dans les transformations digitales, le bouquin 10 € dont je vous ai parlé, qui explique aussi sur l'aspect transformation digitale, comment on peut utiliser la méthode de simulation. Et c'est très puissant aussi. La méthode de l'objet technique. Pas d'un outil technique, de l'objet technique. Voilà, c'est ça. Ouais, exactement. Il y avait une autre question. Alors, il est 20h20, peut-être on a le temps. Je vais essayer de la retrouver. C'était sur les affects. Tu l'as devant toi, Gaëlle, ou pas? Si la psychologie du travail s'intéresse de plus en plus à la place des affects, qu'en est-il de sa place dans la clinique des usages? Alors après, oui, je vois un peu l'idée d'affects qui peuvent être, alors je ne sais plus le terme, pas positif, mais qui peut déclencher un mouvement, ou qui peuvent être plutôt dans l'inhibition de ce développement, quoi. Voilà. Pourquoi pas? Encore une fois, moi je vois, mais vous voyez, la clinique d'activité n'est pas une, enfin, cette clinique de usage n'est pas l'extension directe et naturelle, je dirais, de la clinique d'activité, mais elle s'inspire. Donc, c'est normal qu'on retrouve. Par exemple, dans le genre professionnel, moi, je vois en discutant, et puis souvent des questions, et les gens, c'est pour ça que je vous dis, ça peut vous aider à réfléchir, mais il y a aussi, dans les usages, il y a un genre. C'est-à-dire qu'on voit que les gens se partagent une façon de faire, d'utiliser les outils qui sont relatifs à un genre et qui témoignent d'un collectif de travail. Par exemple, sur WhatsApp, sur des outils concrets qu'on a transformés entre nous. Moi, je le voyais chez Orange, ils ont transformé un outil qui était de visioconférence, alors je ne sais plus le nom, mais vous allez peut-être m'aider à le retrouver, qui était avant Zoom, avant Teams, c'était quoi qu'on utilisait? Skype? Skype, merci. Voilà, Skype. Et donc, ils utilisent l'outil entre eux, mais dans un collectif. Et ils ont développé un genre d'usage, un genre professionnel, par rapport à la fonction de discussion. Ils n'utilisent pas ni la vidéo, ni le son, mais uniquement le chat, pour créer un collectif et s'envoyer des messages hors de tout contrôle d'organisation. Et c'est entre eux dans le collectif. Donc, il y a une réappropriation de l'outil qui témoigne d'un genre professionnel. Comme on l'a vu dans des métiers, entre les métiers de la conception et les métiers du marketing, l'outil d'un messagerie instantanée n'est pas utilisé. Donc, du coup, ça contredit les genres professionnels. Donc, du coup, il y a plein de choses. Et sur les émotions, alors, on a effectivement l'idée de ce qu'on appelle, c'est Béatrice Cahour, qui est une collègue en psychologie ergonomique, avec lesquelles j'ai travaillé justement sur l'hyperconnexion, la surconnexion au travail, qui, elle, travaille sur les émotions provoquées par les technologies, ce qu'il appelle le confort ou l'inconfort émotionnel, qui peut se voir à différents niveaux. Alors après, oui, pour moi, par exemple, dans l'acceptation des technologies, dans ce que j'appelle la dimension individuelle, le confort émotionnel, l'émotion qu'on ressent, ce qu'on appelle aussi, et on conçoit les technologies pour susciter aussi un confort émotionnel, c'est aussi une variable dans l'usage des technologies. Parce que parfois, ça peut créer un inconfort émotionnel où je me sens, soit par rapport aux changements fréquents, récurrents, bête, j'arrive pas à contrôler. On le disait tout à l'heure avec les personnes en situation de handicap, ils parlent d'estime d'eux-mêmes, ils sont dans un confort, une détresse psychologique, ou parce que ça révèle mes failles, ou parce que ça crée une colère, une irritation.
etc. Et ce n'est pas lié simplement à l'usage de l'outil, mais c'est aussi à ce que je présente de mon travail, de mon activité. Quand je fais mal mon travail, parce que l'outil ne me permet pas de faire mon travail, eh ben, je ressens un inconfort aussi dans ce travail. Oui, oui, tout à fait, on l'a. Un petit mot de conclusion? Oui. Ben, en tout cas, voilà, j'ai été très heureux de participer à cet exercice parce que c'était la première fois que j'allais présenter un ouvrage. Avant, c'était déjà pas un ouvrage que j'avais écrit de A à Z, c'est plutôt des directions. Donc, c'était un exercice pas facile, je l'avoue, mais qui était très intéressant parce que ça m'a permis de revenir un peu sur les attendus, sur ce que je voulais démontrer, donc de me développer aussi dans cet exercice de réflexion, on le sait. Et puis surtout dans les questions. Je voulais vous dire aussi que les questions qui m'ont été posées étaient, ben, on l'a vu, hein, très intéressantes pour m'aider à penser, à réfléchir sur aussi ce que l'ouvrage ou ce que j'ai essayé de faire ou pas faire, ou de ce qu'on peut comprendre de ce que j'ai fait. Par exemple, sur cette idée de est-ce que c'est la clé d'usage, c'est une méthode à appliquer? Non, encore une fois, c'est pas une méthode. Il faudrait que je sois vigilant pour le dire. On n'est pas dans un truc, il faut aller chercher différentes ressources pour construire ces outils. Voilà. Et c'est ce que je voudrais dire, c'est vous allez être confronté, vous êtes déjà confronté comme psychologue du travail à plein de problématiques d'innovation. Bah, c'est un métier, vous voyez, comme le travail se reconstruit, il faut aussi reconstruire votre métier à chaque fois et puis donc s'appuyer sur diverses ressources, dont celle-ci, j'espère, qui sera efficace. Voilà. Bien. Merci Monsieur Bobillier-Chaumont pour votre exposé qui était stimulant, très intéressant, puis de nous avoir surtout consacré du temps. Et merci à tous les participants de votre présence et de vos contributions et de ces échanges riches. Juste en 2 mots, on a quelques prochains rendez-vous de Psycnam. Donc, il y en a un le 2 mai avec une conférence de Sandrine Caroli autour de son dernier ouvrage. Et puis, le 15 mai aussi, un psychoté avec Manon Koch-Bessard, qui est chargée de mission à l'ANACT et qui viendra aussi nous parler C'était de de mes son… anciennes étudiantes, qui a travaillé sur le Serious Game, dont je vous ai parlé d'intelligence artificielle. Oui, tout à Voilà. fait. Donc, du coup, elle pourra Voilà. vous en parler avec la méthode qu'elle a mise en place. Voilà. Voilà, merci à tous et puis bonne soirée, à bientôt. Merci à vous tous, bon courage, à bientôt, au revoir. Au revoir.